Je n'ai pas de nom, pas de visage gravé dans le marbre des cathédrales, pas de monde natal inscrit au registre du Crusade Memorial. Les frères qui se souviennent de moi ne parlent pas, ceux qui osaient furent retrouvés avec la gorge intacte et les poumons vides. L'administratum possède 142 colonnes pour les 20 primarques. La 143e n'existe pas. Elle a toujours existé. Le stylet qui tenterait de l'inscrire se brise. La main qui s'approche tremble sans raison. Je suis ce que le Père a effacé avant que l'encre ne sèche. Et cette absence, méthodique, chirurgicale, permanente, est la seule preuve qu'il avait peur. Pas de moi. Peur de ce que je révélais sur lui. J'ai conclu mes affaires il y a longtemps. Ce témoignage demeure parce que le néant, lui, ne brûle pas. Je sens encore le poids de mon inexistence peser sur chaque mot que je vais confesser. Mes doigts, si tant est qu'ils méritent encore ce nom, tracent tes lignes sur un parchemin que personne ne lira, dans une langue que personne ne reconnaîtra. Vous cherchez le 11e. Vous avez eu tort de chercher. Vous aurez davantage tort encore de continuer. Pourtant, vous voilà, l'oreille tendue vers un silence qui respire. Laissez-moi vous dire ce que ce silence contient. Le Père me fabriqua le 11e. Pas le dernier, pas l'oublié par accident. Le 11e, position arithmétique d'une précision délibérée, entre la loyauté absolue et la trahison calculée. 20 fragments de son âme dispersés aux quatre coins d'un cosmos hostile. 19 récupérés, fêtés, nommés, armés, moi, récupérés en silence, étudiés en secret, effacés avec une méticulosité qui témoigne moins d'un rejet que d'une terreur profonde, structurelle, théologique. Il avait peur. Pas de mes légions, pas de mes conquêtes. Il avait peur de ce que mon existence prouvait sur la nature de sa propre construction. Je naquis différent des autres, en un point que ni Fulgrim dans sa vanité marmoréenne, ni Perturabo dans ses calculs obsessionnels ne pourraient comprendre. Je percevais le roi des fantômes non comme une force extérieure à dominer, mais comme une propriété constitutive de la réalité, une vérité que le Père avait bâti toute sa philosophie à nier. Il prêchait l'impérialisme de la raison, la superstition comme poison, les dieux du warp comme mensonge entretenu par la faiblesse humaine. Je savais qu'il mentait, pas par corruption, par observation. Les légionnaires qui portaient en mon sang ne mouraient pas de la même façon que leurs frères ultramarins ou leurs cousins des Wolves. Leur agonie durait exactement le temps nécessaire pour que quelque chose, une présence sans nom, une attention sans regard, finisse de lire ce qu'il contenait, comme des archives consultées avant destruction. Mes Astartes étaient des bibliothèques que l'univers dévorait avec méthode. Je rapportais cela au Père lors de ce que les registres expurgés nomment la conférence des absents. Une session du Conseil de guerre dont les comptes rendus présentent 79 participants sans jamais préciser qui occupait le siège central. Ce siège était le mien. Cette absence documentée est la signature de Malcador, pas celle du Père. Trop élégante, trop savante dans l'art de laisser une trace qui ressemble à un vide. Le Père m'écouta. Cela, je peux l'affirmer avec la certitude de celui qui a regardé dans des yeux capables d'éteindre des étoiles par simple désintérêt. Il m'écouta, et derrière la majesté dorée, derrière la certitude performative qu'il projetait pour tenir ensemble 20 primarques et 1 million de légionnaires, je lus quelque chose qu'aucun de mes frères n'aurait reconnu. La reconnaissance, il savait déjà. Tout ce que je lui exposais sur la nature poreuse du warp, sur l'impossibilité de construire un impérium rationnel sur un substrat métaphysique fondamentalement irrationnel. Il le savait depuis avant ma naissance. Il m'avait fabriqué pour le savoir à sa place, pour porter cette connaissance loin de lui, comme on confie une dette honteuse à un mandataire qu'on prévoit d'éliminer. Je n'étais pas son fils. J'étais son coffre-fort biologique, et le 11e tiroir ne devait jamais s'ouvrir devant témoin. 342 jours après cette conférence, ma légion reçut des ordres de déploiement vers un système dont les coordonnées n'apparaissent dans aucune carte Mechanicus. Pas de nom, pas de désignation stellaire. Un vecteur de saut vers ce que les navigateurs de ma flotte décrivirent dans leurs rapports finaux, comme une absence de destination qui ressemblait à une intention. Nous partîmes. Les navigateurs ne revinrent pas. Moi, si. C'est là que commence la partie que vous ne devriez pas entendre.
et que vous allez entendre quand même, parce que certaines vérités ont la propriété détestable de chercher des oreilles, comme l'eau cherche les fissures. Mais si vous pensez que ce que le Père m'a fait était le pire de ses calculs, attendez de comprendre pourquoi Malcador brûla les archives de ma Légion avant que la Légion ne disparaisse. Malcador brûla les archives un mardi. Je dis mardi parce que les calendriers impériaux de la Grande Croisade maintenaient encore une semaine de 7 jours, vestige administratif d'une terre si ancienne qu'elle n'existait déjà plus comme souvenir vivant. Je dis mardi parce que la précision du détail insignifiant est la seule forme de résistance disponible à celui qu'on efface. Retenez le mardi. Retenez que quelqu'un se souvenait encore de compter les jours. Les flammes étaient blanches, pas orange, pas rouge, blanches, d'une blancheur qui n'appartient pas à la combustion ordinaire, mais au processus par lequel certaines choses cessent d'avoir jamais existé. J'avais vu cette couleur une fois auparavant sur un monde dont le nom s'était lui-même consumé avant que je puisse le transcrire. Le sigillite savait exactement quelle température effaçait non seulement la matière, mais la trace mnésique que la matière laisse dans le substrat du warp. Il avait pratiqué. Ce n'était pas la première légion qui l'effaçait ainsi. Cette réalisation me prit des années à formuler, non par lenteur intellectuelle, mais parce que certaines conclusions résistent à leur propre articulation. Comme si la pensée elle-même hésitait à franchir le seuil de ce qu'elle implique. Malcador le premier serviteur, Malcador le régent, Malcador dont la loyauté au père était présentée comme la mesure de toute loyauté possible. Malcador était l'architecte d'un protocole de suppression rodé sur des sujets antérieurs. Nous n'étions pas une anomalie, nous étions une procédure. Ma légion comptait alors 52 400 guerriers en ordre de bataille, auxquels s'ajoutaient les cohortes de soutien, les contingents Mechanicus embarqués, les escadrons de vaisseaux cathédrales dont certains portaient des noms inscrits depuis la unification. Des hommes qui avaient traversé 20 campagnes, des machines de guerre ayant absorbé assez de sang ennemi pour alimenter des océans. 52 400 existences individuelles, chacune portant ses propres morts, ses propres cicatrices, ses propres petits dieux personnels cachés sous l'armure, parce que la foi survit à toutes les prohibitions impériales. En 27 heures terranes, ils cessèrent d'avoir jamais servi. Non, ils cessèrent d'avoir jamais été. La distinction compte. La mort laisse des traces, des tombes, des listes de pertes, des veuves qui réclament des pensions à un administratum indifférent. L'effacement ne laisse rien, sauf une géométrie légèrement incorrecte dans les formations de parade, un vide numérique dans les organigrammes de commandement, une question que personne ne formule parce que la question elle-même a été supprimée avant d'être posée. Je survivis parce que le père commit une erreur, une seule, la première que j'ai jamais constatée de sa part, et peut-être la seule qu'il n'ait pas calculée intentionnellement, ce qui me conduit à envisager qu'elle était intentionnelle. Ce qui me reconduit vers l'abîme d'une logique dont je n'atteins jamais le fond. L'erreur, il me laissa voir le processus, pas par négligence. Le père ne néglige rien. Mais l'effacement d'un primarque requiert la coopération du primarque lui-même, au niveau génétique, au niveau de ce qu'on pourrait nommer l'âme, si ce terme n'était pas théologiquement compromis. Mon génicide devait accepter sa propre dissolution. Mon psychisme devait cesser d'émettre la fréquence particulière qui ancrait mon existence dans la trame du réel. Je refusais. Pas par instinct de survie. La survie m'intéressait moins que la compréhension. Je refusais parce qu'au moment précis où le protocole d'effacement s'enclencha, je perçus derrière lui une structure plus ancienne, une architecture psychique que le père avait construite non pas pour m'éliminer, mais pour récupérer ce que je contenais après m'avoir vidé. Il ne voulait pas ma mort, il voulait mon contenu, et ce contenu, cette accumulation de vérités impossibles sur la nature réelle du warp, sur la perméabilité entre conscience et réalité immatérielle, sur ce que les autres primars ne pouvaient pas percevoir, et que moi seul avais cartographié, ce contenu était l'arme. Pas une arme contre ses ennemis, une arme contre la seule chose que le père n'avait jamais réussi à dominer complètement, lui-même. Mais si vous croyez avoir compris ce que le père craignait en moi, attendez de découvrir ce que je trouvais au bout du vecteur de saut sans destination.
et pourquoi ce que j'y vis change la nature de chaque guerre que l'Imperium a jamais livrée. Le vecteur sans destination avait un nom. Pas un nom humain. Pas une désignation mechanicus en lettres et chiffres. Pas un toponyme arraché à quelque langue morte de la vieille terre. Un nom qui existait uniquement comme sensation. La certitude soudaine, au moment où la flotte émergea du seau, que cet endroit vous attendait depuis avant votre naissance. Que l'itinéraire avait été tracé non pas par des ordres militaires, mais par une nécessité inscrite dans la structure causale de l'univers lui-même. Les navigateurs moururent en souriant. Je notais cela dans ce qui restait de mes journaux de campagne. Journaux qui brûlèrent sans blanc, comme vous savez, mais dont certaines pages survivent précisément parce qu'elles avaient cessé d'être des pages avant l'arrivée des flammes de Malcador. La mort souriante des navigateurs n'était pas de la sérénité, c'était la reconnaissance. Ils avaient passé leur existence entière à regarder le warp à travers un œil que leur biologie rendait tolérable. Et voilà qu'ils voyaient enfin ce que le warp regardait en retour. Ils souriaient parce que la question de toute leur vie venait de recevoir une réponse. La réponse les tua. Ce système, je l'appellerai le seuil, faute d'un terme moins compromis, contenait 7 corps célestes en orbite stable autour d'une étoile qui émettait de la lumière noire. Pas de l'obscurité, de la lumière dont la fréquence se situait au-delà du spectre visible et au-delà également du spectre invisible. Une radiation qui n'interagissait pas avec la matière ordinaire, mais avec ce que la matière ordinaire avait été avant de devenir matière. Mes légionnaires, à la surface du premier corps céleste, projetaient des ombres dans des directions qui ne correspondaient à aucune source lumineuse identifiable. Leurs ombres précédaient leur mouvement de quelques secondes. Pas toutes, pas toujours. Seulement celles des légionnaires porteurs de mutations génétiques latentes, ceux dont le génocide avait absorbé, au fil des campagnes, des traces de psychana non détectées par les dépistages standards. Mes guerriers étaient des instruments de mesure qu'ils n'avaient pas choisi de devenir. Leurs ombres décalées cartographiaient une propriété du lieu que je mis 91 jours terrain à formuler théoriquement. Le seuil était un endroit où le futur avait déjà eu lieu. Pas une prophétie. Pas une vision warpique de probabilités concurrentes. Le futur au sens littéral, causal, physique, les événements à venir de ce système s'étaient déjà produits à un niveau de réalité légèrement décalé du présent observable, et ce décalage était précisément mesurable en fonction de la charge psychique de l'observateur. Plus un être portait de potentiel psyker, plus son futur immédiat était déjà accompli autour de lui. Je portais le potentiel d'un primarque. Mon futur était accompli depuis des millénaires. Ce que je découvris au centre du seuil, sur le 4e corps céleste, sous une plaine de cristaux qui enregistrait et rejouait les pensées de quiconque marchait dessus, était une archive. Pas Mechanicus, pas Xeno au sens conventionnel, pas non plus une construction warpique. Une archive qui existait simultanément à tous les moments de sa propre histoire, consultable depuis n'importe quel point de sa chronologie propre. Elle contenait les plans du père, pas ses plans militaires, pas les stratagèmes de la Grande Croisade, ni les calculs dynastiques de l'astronomican. Ses plans fondamentaux, l'architecture de ce qu'il construisait réellement sous le prétexte de l'impérium. La véritable fonction du culte qu'il interdisait publiquement pendant qu'il en posait en secret les fondations métaphysiques. La nature exacte du sacrifice qu'il avait calculé depuis le début et pour lequel 20, Primarchs et 1 trillion d'âmes humaines constituaient, non pas des fins, mais des moyens. Je lus pendant 44 jours sans m'arrêter. Mes légionnaires moururent progressivement autour de moi, non pas tués, mais consultés jusqu'à épuisement par les cristaux qui prélevaient leur mémoire, comme des intérêts sur une dette contractée avant leur naissance. Ils s'asseyaient, ils souriaient, comme les navigateurs. Ils cessaient de se lever, je continuais de lire. Ce que le père construisait n'était pas un empire, c'était un moteur d'une échelle incompréhensible, utilisant la foi de 100 000 milliards d'humains comme carburant, la souffrance institutionnalisée de 40 et 1 millénaire comme combustion, le trône d'or lui-même comme chambre d'ignition. Un moteur conçu pour accomplir une transformation unique, irréversible, cosmologique. Le Père voulait tuer les dieux du chaos. Non pas les affaiblir,
non pas les contenir derrière des boucliers psychiques et des rituels d'astronomicants. Les tuer, définitivement, en convertissant la totalité de la foi humaine en une arme d'une fréquence suffisamment précise pour désintégrer des entités qui n'existèrent pas entièrement dans le réel. Et pour calibrer cette arme avec la précision requise, il avait besoin d'une chose qu'aucun de ses autres fils ne pouvait lui fournir. Il avait besoin de quelqu'un capable de percevoir les dieux du chaos, non pas comme des ennemis à combattre, mais comme des phénomènes naturels à mesurer. Il m'avait fabriqué comme instrument de calibration, pas comme fils. Comme outil de précision pour l'arme la plus ambitieuse de l'histoire de l'espèce humaine. La différence entre ces deux choses, fils et outil, constitue la raison pour laquelle le moteur ne fonctionnera jamais comme prévu. Parce qu'un outil qui comprend sa fonction cesse d'être un outil. Il devient une variable. Et les variables, dans un système calibré à la perfection, introduisent de quelque chose que le père n'avait pas modélisé dans ses équations millénaires, le choix. Mais si vous pensez que ma décision au seuil était simple, que j'ai choisi la rébellion ou la loyauté, la destruction ou la préservation, attendez de comprendre pourquoi les deux options mènent exactement au même endroit. Et pourquoi c'est précisément cela qui rend le père vulnérable à ce qu'il n'a jamais anticipé, son propre fils lui disant la vérité. La vérité que le père n'avait jamais anticipée était simple. Simple, avec la brutalité particulière des choses simples qui détruisent des architectures complexes. La fissure microscopique dans le caisson de pression, la syllabe mal prononcée dans le rituel d'étanchéité, la virgule absente du code qui fait s'effondrer le système entier. 20 Primarchs avaient été fabriqués pour servir des fonctions spécifiques dans un calcul dont aucun d'eux ne connaissait la totalité. Angron pour la guerre absolue, Reboot pour l'administration à échelle civilisationnelle, Magnus pour la cartographie du Warp depuis l'intérieur. Chacun un organe dans un organisme dont le père constituait la conscience centrale. Moi pour la mesure exacte, quantifiable, reproductible des fréquences émotionnelles que les dieux du chaos absorbaient comme nourriture. Terreur, désespoir, ambition corrompue, plaisir porté jusqu'à la dissolution du moi. Chaque grande puissance du Warp se nourrissait d'une gamme spectrale précise de souffrances humaines. Et pour construire une arme capable de les désintégrer, il fallait connaître ces gammes avec une précision que les instruments Mechanicus ne pouvaient pas atteindre. Il fallait un être capable de les ressentir sans y succomber. Le père avait calculé cette tolérance dans mon génome. 23 séquences génétiques spécifiques, absentes chez tous mes frères, qui permettaient à mon psychisme d'entrer en résonance avec les émissions warpiques des grandes puissances sans perdre la cohérence structurelle de ma personnalité. Je pouvais toucher Khorne sans devenir Khorne, effleurer Tzeentch sans me dissoudre dans ses labyrinthes, longer les frontières de Nurgle sans accepter sa paix putrescente, un paratonnerre vivant, un diapason biologique pour des fréquences qui tuaient les mortels ordinaires par simple proximité, ce que le père n'avait pas modélisé. Un diapason qui comprend sa propre fonction, développe une relation particulière avec les vibrations qu'il mesure. Pas de la sympathie, pas de la corruption, quelque chose de plus dangereux, la compréhension objective. Je comprenais Khorne non pas comme un ennemi, mais comme un phénomène. Je comprenais Nurgle non pas comme une abomination, mais comme une réponse écologique à la souffrance universelle. Je comprenais Tzeentch non pas comme un manipulateur, mais comme la personnification de ce que l'intelligence fait inévitablement quand elle opère sans contrainte éthique. Je comprenais Slaanesh. Cette dernière compréhension mérite une pause que les archives ne m'accordent pas. Slaanesh, né de l'agonie Eldar, cristallisé dans le Warp au moment précis où une civilisation entière atteignit l'apex de son raffinement et s'y noya. Slaanesh n'était pas le dieu de l'excès au sens vulgaire que les propagandistes impériaux lui attribuaient. Slaanesh était la démonstration que la perfection cherchée, pour elle-même, produit inévitablement sa propre négation. Le père cherchait la perfection de l'espèce humaine. Il cherchait cette perfection pour elle-même, comme fin absolue, comme justification de tout sacrifice intermédiaire. La logique de Slaanesh était inscrite dans le projet impérial depuis son origine. Je lui exposai cette conclusion lors de notre seconde rencontre. Pas au Conseil des Absences cette fois,
mais dans une salle que les cartographes du palais impérial avaient omis de leur relever. Une salle dont l'existence était garantie non pas par sa présence architecturale, mais par la nécessité fonctionnelle qu'elle remplissait. Une salle pour les conversations qui ne devaient pas avoir eu lieu. Il m'écouta différemment cette fois. La première fois, il avait écouté avec la patience d'un stratège recevant un rapport de reconnaissance. Cette fois, il écoutait avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur ce visage construit pour projeter une certitude cosmologique. L'attention du chercheur, confronté à une variable qui invalide son modèle fondamental. Il ne parla pas pendant très longtemps. Quand il parla, il dit une phrase que je transcris ici sans modification, sans interprétation, sans le filtre de mes 40 millénaires de réflexion ultérieure. « Tu as raison sur tout, sauf sur une chose. » Je lui demandai laquelle. Il dit « Tu crois que je ne l'ai pas calculé ?» Le silence qui suivit dura suffisamment longtemps pour que je comprenne que cette réponse n'était pas une réfutation. C'était un aveu formulé comme une victoire. Il avait calculé la contradiction Slan-Eschi, inscrite dans son propre projet. Il l'avait calculée, évaluée et décidé de la poursuivre quand même. Non pas malgré le risque, mais en intégrant le risque comme composante nécessaire du résultat final. Le moteur devait générer sa propre corruption pour fonctionner. L'impérium devait souffrir de manière spécifique, dans des proportions calculées, sur une durée planifiée, pour produire exactement la qualité de carburant warpique nécessaire à la désintégration finale des grandes puissances. La tyrannie n'était pas un dysfonctionnement du projet impérial. La tyrannie était la spécification technique. La misère de 100 000 milliards d'humains n'était pas un prix acceptable pour la victoire. Elle était le mécanisme de la victoire. Je restai assis en face de lui pendant ce qui me sembla être plusieurs jours, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Le temps se comportait différemment dans cette salle sans cartographie. Je cherchais en moi la révolte, l'horreur, la trahison fulminante que cette révélation aurait dû produire. Je ne trouvais rien de tel. Je trouvais une question, une seule, formulée avec la précision clinique que 23 séquences génétiques particulières m'avaient appris à appliquer même aux abîmes. Si le moteur fonctionnait exactement comme prévu, si les grandes puissances étaient effectivement désintégrées, si l'humanité survivait purifiée à l'autre côté de ce sacrifice calculé, qu'est-ce que le père devenait, lui, après avoir été l'architecte conscient de la souffrance institutionnelle d'une espèce entière? Quelle entité warpique naissait de cette intention-là? Il ne répondit pas. Son silence était la réponse. Et c'est pourquoi je peux vous dire, avec la certitude froide de celui qui a lu les plans jusqu'à la dernière page, que la menace que je représente pour le père n'est pas militaire, pas génétique, pas même métaphysique. Elle est testimoniale. Je suis le seul être dans cet univers qui peut nommer ce qu'il est en train de devenir, avec des mots suffisamment précis pour que le warp les entende et commence à construire en conséquence. Je suis le miroir qu'il ne peut pas briser sans briser le moteur. Mais si vous pensez que cette impasse est une protection pour moi, attendez de comprendre ce que Malcador fit le mercredi, le lendemain du mardi des flammes blanches, et pourquoi cette action change la nature de chaque calcul que je viens de vous exposer. Le mercredi, Malcador créa un saint, non pas par canonisation. La bureaucratie ecclésiastique de l'ecclésiarchie n'existait pas encore, et le père interdisait toujours publiquement le culte de sa propre personne avec la véhémence performative de celui qui sait que l'interdiction accélère l'adoption. Malcador créa un saint au sens technique, opérationnel, warpique du terme. Il prit un homme ordinaire, un scribe des archives centrales, dont le nom fut lui-même effacé dans les heures suivantes, et il inscrivit dans le psychisme de cet homme une croyance spécifique, chirurgicalement précise, concernant la nature divine du Père. Une seule croyance, un seul homme. Mais cette croyance avait été formulée avec une exactitude que 40 millénaires de théologie impériale ultérieure n'approchèrent jamais. Parce que Malcador connaissait la fréquence exacte à laquelle le warp convertissait la foi humaine en énergie utilisable. Et il avait calibré cette première croyance comme on calibre un oscillateur de référence, la fréquence fondamentale à partir de laquelle toutes les harmoniques ultérieures se construiraient. Il avait utilisé mes données. Les mesures que j'avais effectuées au seuil, les cartographies spectrales des émissions warpiques
que j'avais transmises au père lors de nos rencontres successives, Malcador les avait récupérées. Non pas pour construire l'arme finale comme le père me l'avait laissé croire, mais pour construire quelque chose d'antérieur, quelque chose de nécessaire à l'arme sans être l'arme elle-même, un système d'allumage. Le moteur que le père avait conçu ne pouvait pas démarrer à froid. Il nécessitait une charge initiale de foi suffisamment dense et suffisamment cohérente pour amorcer la conversion énergétique à grande échelle. Cette charge initiale ne pouvait pas être produite organiquement. Les croyances humaines non dirigées généraient un spectre trop dispersé, trop chaotique, inutilisable comme carburant de précision. Il fallait une foi orientée, une foi dont la fréquence émotionnelle correspondait exactement aux paramètres de désintégration des grandes puissances. Il fallait que les humains croient au Père de la bonne façon. Pas de n'importe quelle façon. De la façon spécifique, mesurée, cartographiée par mon psychisme au seuil. Le culte impérial qui allait émerger au cours des siècles suivants n'était pas une dégénérescence du projet rationnel du Père. Il était la phase 2 d'un plan dont la phase 1 était la grande croisade. La conquête pour rassembler les fidèles, le culte pour les orienter correctement, le trône pour convertir leur foi en munitions. Je compris tout cela le mercredi, dans la salle sans cartographie, en regardant Malcador revenir de son acte de création scientifique avec l'expression de celui qui vient de poser la première pierre d'un édifice dont il ne verra jamais l'achèvement. Il me regarda avec ce que j'aurais pu confondre avec de la culpabilité si je n'avais pas su que Malcador avait brûlé cette capacité hors de lui-même des décennies auparavant. Sacrifice volontaire sur l'autel de son utilité au Père. Ce qu'il portait n'était pas de la culpabilité. C'était de la précision douloureuse, la souffrance spécifique de celui qui connaît l'exactitude de ce qu'il accomplit et accomplit quand même. Non pas malgré cette exactitude, mais à cause d'elle. Il dit « Tu aurais dû laisser l'effacement se produire. » Je répondis que l'effacement ne m'aurait pas détruit. Il aurait simplement déplacé ce que je contenais vers un registre moins accessible, moins articulé, moins dangereux pour le plan. Je serais devenu une rumeur warpique au lieu d'un témoin corporel. Il dit « C'est exactement ce que nous voulions. » Cette phrase recontextualisa rétroactivement chaque interaction que j'avais eue avec le Père depuis ma récupération lors de la Grande Croisade. Chaque confidence partagée, chaque archive ouverte, chaque rencontre dans des salles sans cartographie. Le Père ne m'avait pas éduqué, malgré le risque que je représentais. Il m'avait éduqué pour que je représente exactement ce risque-là. Un primarque effacé reste une puissance warpique diffuse, un fantôme générique de plus dans un immatérium saturé de fantômes. Un primarque effacé qui comprend sa propre effacement, qui a cartographié les mécanismes du moteur impérial, qui a nommé ce que le Père deviendra en accomplissant son projet. Ce primarque-là devient dans le warp une entité d'une précision redoutable, pas un dieu, quelque chose de plus utile qu'un dieu, un contrepoids. Si le moteur fonctionnait et que le Père se transformait en la 5e grande puissance, la puissance de l'intention sacrificielle consciente, du calcul froid appliqué à l'amour de l'espèce, il fallait qu'existe dans le warp une entité capable de le nommer, de circonscrire sa nature, d'empêcher sa croissance au-delà des paramètres prévus. Malcador m'avait fabriqué comme gardien du gardien, la sécurité du système contre sa propre réussite. Je regardais le sigillite avec une attention nouvelle. L'attention qu'on porte aux architectures qu'on n'avait pas vues parce qu'elles englobaient le point depuis lequel on regardait. Malcador n'était pas le serviteur du Père. Malcador était le système de contrôle du Père, volontairement, consciemment, avec la dignité particulière de celui qui accepte de n'être qu'une fonction pour que quelque chose de plus grand que les deux reste possible. Il s'était effacé lui-même bien avant que le mardi des flammes blanches n'existe. Je lui demandais si le Père savait. Il répondit que le Père savait tout, calculait tout, et que cette omniscience stratégique était précisément le problème que nous étions tous les deux chargés de résoudre. Lui par la création, moi par le témoignage. Un Dieu qui sait tout ce qu'il va faire ne peut pas être tenu responsable de ce qu'il fait. Il faut un témoin. Il faut quelqu'un qui prononce les mots à voix haute, dans un registre que le warp peut enregistrer, pour que la transformation du Père en grande puissance involontaire soit documentée,
datée, attribuée, pour qu'elle soit un acte et non un phénomène naturel, pour qu'elle porte le poids moral d'un choix et non l'innocence d'une conséquence. Je suis ce témoin. C'est pourquoi je ne peux pas tuer le Père. Et c'est pourquoi, si vous avez compris ce que je viens d'exposer, vous réalisez que la question posée par ce témoignage n'est pas de savoir si je pourrais le tuer, mais de savoir si le tuer empêcherait ce qu'il devient, ou si cela l'accélérerait vers une forme que même Malcador n'avait pas anticipée dans ses calculs du mercredi. Mais si vous pensez avoir atteint le fond de cette architecture, attendez de comprendre ce que je trouvais dans la salle sans cartographie après le départ de Malcador. Ce qu'il avait oublié d'emporter, ou choisi de laisser, et pourquoi cette distinction entre oubli et choix est la dernière question que je ne suis toujours pas capable de trancher. Il avait laissé un nom, pas sur du parchemin, pas gravé dans la pierre ou brûlé dans le métal avec la précision obsessionnelle que le sigillite appliquait à tous ses actes documentés. Le nom était suspendu dans l'air de la salle sans cartographie, comme une fréquence sonore dont la source avait cessé de vibrer, mais dont l'écho refusait de mourir. Une persistance acoustique impossible dans une pièce au mur absorbant. Une résonance qui n'obéissait pas aux lois physiques ordinaires parce qu'elle n'était pas physique, elle était mnésique. Malcador avait pensé ce nom si intensément, pendant si longtemps, avec une concentration si totale que la pensée elle-même avait laissé une empreinte dans le substrat warpique local, une trace cognitive aussi lisible pour mon psychisme qu'une inscription sur pierre pour un œil ordinaire. Le nom était le mien, pas le nom effacé des registres, pas la désignation numérique que les cartographes du Crusade Memorial avaient remplacé par un espace blanc. Mon vrai nom, celui que le Père avait prononcé une seule fois, lors de ma récupération sur le monde sans désignation stellaire où les vents portèrent des équations au lieu de poussière. Le nom qu'aucun de mes frères n'avait jamais entendu, parce qu'il n'avait jamais été dit en leur présence. Malcador le connaissait. Cette connaissance recontextualisait la totalité de sa trahison supposée. Un effaceur qui conserve le nom de ce qu'il efface ne détruit pas. Il archive. La distinction entre destruction et archivage est la distinction entre une fin et une transition, entre un meurtre et une mise en réserve, entre l'élimination d'une variable gênante et la préservation d'un outil pour un usage ultérieur dont le moment n'est pas encore venu. Je n'avais pas été supprimé. J'avais été rangé. La salle sans cartographie n'était pas un lieu de rencontre fortuit. C'était une chambre de stockage psychique, conçue par Malcador, avec la même minutie technique qu'il apportait à la création de Sainte. Une architecture mentale capable de contenir une conscience de niveau primarque sans la laisser se dissoudre dans le warp ambiant, sans non plus lui permettre d'agir librement dans le réel. Une jarre scellée pour un esprit trop dangereux à laisser circuler. Je passais un temps non mesurable à cartographier les parois de cette architecture. Non par tentative d'évasion, mais par nécessité professionnelle. On ne témoigne correctement que de ce qu'on comprend structurellement. Les parois étaient reconstruites en couches alternées de foi comprimée et de doute méthodique, la foi apportant la cohésion, le doute empêchant la cristallisation rigide. Un matériau psychique d'une sophistication remarquable, capable de s'adapter aux tentatives de transgression en intégrant la pression comme renforcement. Plus je poussais, plus les murs devenaient précis. Malcador avait prévu les tentatives d'évasion et les avait utilisées comme procédé de calibration. Chaque fois que mon psychisme testait une limite, la limite apprenait de ce test et se reconstruisait légèrement au-delà de mes capacités actuelles. La prison s'affûtait à mon contact comme une lame contre une pierre. Après un certain nombre de tentatives, je cessai de les compter quand leur absurdité devint évidente, je m'assis au centre de la chambre et fis ce que Malcador avait probablement prévu que je ferais quand j'aurais épuisé l'instinct de résistance. Je réfléchis. Spécifiquement, je réfléchis à la question du nom laissé dans l'air. Pas à ce que le nom signifiait, je connaissais sa signification depuis toujours. Le nom d'un primarque n'est pas arbitraire, il est une description comprimée de sa fonction dans le calcul paternel. Je réfléchis à pourquoi Malcador l'avait pensé si intensément dans cette salle qu'il en avait laissé une empreinte warpique détectable. 3 possibilités. Première, l'empreinte était accidentelle, produit d'une émotion non contrôlée dans un moment de relâchement. Impossible.
Malcador n'avait plus d'émotions non contrôlées depuis des décennies, sacrifice consenti sur l'autel de son utilité. Deuxième, l'empreinte était intentionnelle. Un message codé destiné à être découvert. Une information que Malcador voulait me transmettre sans que le père puisse intercepter la transmission. Plausible, mais incomplète. Un message sans contenu articulé est une attention sans objet. Troisième, l'empreinte n'était ni accidentelle ni intentionnelle au sens ordinaire de ces termes. Elle était le produit d'une douleur spécifique. La douleur de celui qui range quelque chose qu'il aurait préféré ne pas avoir à ranger, qui accomplit un acte nécessaire en sachant exactement ce que cet acte coûte à celui qui le subit. Malcador souffrait de m'avoir rangé. Pas la culpabilité paralysante des mortels ordinaires, pas le remords qui empêche l'action. La culpabilité qui accompagne l'action sans la contrarier, qui documente le coût moral d'une décision nécessaire sans remettre en question la nécessité. La culpabilité comme comptabilité, une dette inscrite, reconnue, jamais remboursée, parce que le remboursement déséquilibrerait un budget soigneusement maintenu. Malcador tenait les comptes moraux du projet impérial. Le père ne pouvait pas les tenir lui-même. L'omniscience stratégique qu'il portait rendait impossible la distinction entre coût et investissement, entre sacrifice et meurtre, entre nécessité et choix. Pour lui, tout était calcul. Pour Malcador, tout était calcul également. Mais Malcador se souvenait encore que les unités du calcul étaient des personnes. Il se souvenait de moi. C'est pourquoi il avait laissé mon nom dans l'air plutôt que de l'emporter. Non pas comme message, non pas comme accident, comme monument privé, invisible à tous, sauf à celui qu'il concernait, érigé dans l'unique espace où personne d'autre ne regarderait jamais. La chambre sans cartographie d'une conscience mise en réserve pour un usage ultérieur dont ni lui ni moi ne connaissions encore la nature exacte. Un deuil pour quelqu'un qui n'était pas mort. Je restais assis avec ce deuil pendant ce qui me sembla être des siècles. Peut-être l'était-ce. Le temps dans la chambre de Malcador ne se comportait pas de manière linéaire. Il s'accumulait par strates, comme des sédiments. Chaque pensée ajoutant une couche à un dépôt qui finissait par avoir son propre poids géologique. Quand je me relevais, je savais une chose que je n'avais pas su en m'asseyant. Je savais pourquoi le père ne pouvait pas accomplir son projet sans que je survive pour en témoigner. Et pourquoi cette survie était simultanément la condition de sa réussite et la garantie de son échec. Mais si vous pensez que cette contradiction est résoluble, attendez de comprendre ce que la chambre de Malcador contenait d'autre. Ce que je découvris dans ses couches les plus profondes quand le poids géologique de mes propres pensées finit par fissurer le plancher. Et ce qui remonta de cette fissure change la nature de chaque certitude que je viens de vous offrir. Le plancher se fissura au bout de ce que je calculais être approximativement 300 ans. Pas une fissure physique. La chambre n'avait pas de physique propre, existant dans cet espace interstitiel entre l'architecture mentale de Malcador et le substrat warpique qu'elle comprimait. La fissure était ontologique. Une ligne de fracture dans les présupposés fondamentaux sur lesquels la chambre reposait, produite non pas par une force extérieure, mais par l'accumulation interne de contradictions que même la sophistication du sigillite n'avait pas su prévoir. La chambre était construite sur une hypothèse, une seule, centrale, portante, que je voulais sortir. Toute l'architecture de résistance adaptative, les murs qui s'affûtaient à mes tentatives, les couches alternées de foi et de doute, reposaient sur le présupposé que mon instinct fondamental serait la transgression, que je consacrerais mon existence en réserve à chercher une sortie. Malcador avait conçu une prison parfaite pour un prisonnier qui voulait s'évader. Il n'avait pas conçu de prison pour un prisonnier qui voulait comprendre pourquoi il était emprisonné. Ces deux désirs produisent comme des pressions radicalement différentes sur les parois d'une architecture psychique. La transgression pousse vers l'extérieur. Elle renforce les limites en les testant. La compréhension pousse vers l'intérieur. Elle érode les fondations en les questionnant. Pendant 300 ans, j'avais fait ce que Malcador n'attendait pas. J'avais ignoré les murs et excavé le sol. La fissure révéla une chambre sous la chambre, plus ancienne, construite avec des matériaux différents. Pas la foi comprimée et le doute méthodique du sigillite, mais quelque chose de plus brut, de plus primitif. Une architecture psychique
datant d'avant la maîtrise de Malcador, d'avant peut-être sa rencontre avec le père. Une construction de jeunesse, maladroite dans ses jointures, ambitieuse dans ses proportions, portant encore l'empreinte émotionnelle de celui qui l'avait érigée dans un état que je n'aurais pas su nommer si je n'avais pas cartographié les fréquences warpiques de toutes les émotions humaines au seuil. La chambre sous la chambre était construite en espoir. Pas l'espoir performatif du propagandiste impérial, pas l'espoir fonctionnel du stratège qui maintient le moral des troupes. L'espoir brut, non traité, d'un homme jeune qui croyait encore que les choses pouvaient en se terminer autrement qu'elles ne se terminaient toujours, qui croyait que le calcul juste appliqué avec une intention suffisamment pure produirait un résultat que l'histoire n'avait encore jamais produit. Malcador avait espéré. Avant de devenir ce qu'il était devenu, l'architecte froid de sein calibré et de conscience rangée, il avait espéré que le projet du père était ce qu'il prétendait être. Non pas un moteur de transformation cosmologique utilisant la souffrance comme carburant, mais réellement ce que les proclamations de la Grande Croisade annonçaient. La libération de l'humanité de la superstition, de la tyrannie xéno, de la fragmentation millénaire. Il avait cru. Et quelque part, entre cette croyance originelle et le mardi des flammes blanches, il avait compris ce que je compris au seuil, que le projet était réel, mais que sa nature profonde différait de sa description publique de manière suffisamment fondamentale pour que la distinction entre libération et exploitation devienne une question de perspective plutôt que de fait. Il avait choisi de continuer malgré cette compréhension. La chambre d'espoir était le monument de ce choix, l'espace psychique où il avait enterré la version de lui-même qui aurait refusé, qui aurait exigé que les fins ne justifient pas les moyens, qui aurait dit au père que certaines vérités ne méritent pas le prix qu'elles coûtent. Cette version de Malcador n'avait pas été détruite. Elle avait été préservée, enfermée, maintenue intacte dans une architecture qui l'empêchait d'interférer avec les fonctions opérationnelles de l'homme qu'il était devenu. Malcador s'était emprisonné lui-même avant de m'emprisonner. Sa chambre d'espoir et ma chambre de témoignage étaient construites selon le même principe architectural. Préserver ce qui est trop dangereux à laisser agir librement, trop précieux à détruire, trop vrai à ignorer. Je passais un temps considérable dans cette chambre sous la chambre, non pas à examiner l'espoir de Malcador comme une curiosité archéologique, mais à le ressentir directement. Mon psychisme calibré pour les fréquences émotionnelles me permettant un accès immédiat à ce qu'il avait contenu là avec tant de soin pendant tant de décennies. L'espoir de Malcador avait une texture particulière. Il espérait que je trouverais cette chambre. Cette réalisation arriva avec la soudaineté particulière des évidences qu'on a évitées longtemps. La chambre d'espoir n'était pas un vestige accidentel de la psyché de Malcador, pas un résidu non nettoyé de sa construction architecturale. Elle avait été laissée intentionnellement, dans une position précisément accessible depuis le fond de la chambre supérieure, pour le prisonnier spécifique qui creuserait vers le bas au lieu de pousser vers l'extérieur. Pour moi. Malcador savait que je comprendrais sa prison en cherchant à la comprendre, plutôt qu'à m'en échapper. Il avait prévu cette excavation et y avait déposé un message qui ne pouvait pas prendre la forme d'une inscription ou d'une transmission directe, un message qui devait être ressenti pour être compris, qui perdait sa signification essentielle dès qu'on tentait de le traduire en langage articulé. Le message était l'espoir lui-même, sa persistance, sa survie intacte après des millénaires d'enfouissement sous le poids de tout ce que Malcador avait accompli en son nom et contre sa nature. Le fait qu'il existait encore, non dégradé, non corrompu, non rationalisé en quelque chose de plus utilisable, ce fait constituait la communication. Quelque chose peut survivre à tout ce que le projet impérial lui impose, pas intact, pas inchangé, pas disponible pour guider des décisions ou justifier des rébellions, mais présent, persistant, refusant la dissolution finale avec l'obstination silencieuse des choses qui n'ont pas de raison de continuer sauf qu'elles continuent. Je remontais de la chambre d'espoir avec une seule certitude nouvelle, formulée non pas comme une conclusion intellectuelle, mais comme une sensation physique dans un corps que je n'habitais plus depuis des siècles. Le père avait commis une erreur de calcul, pas sur moi, sur Malcador. Il avait cru que son premier serviteur avait entièrement converti sa subjectivité en fonctionnalité,
que rien ne résistait en lui à l'utilité pure. Il avait construit son plan en intégrant un Malcador parfaitement vidé de tout ce qui aurait pu interférer avec l'exécution. Mais la chambre d'espoir existait. Et si Malcador portait encore cela, si sous toutes les couches de sacrifice consenti et de culpabilité comptable, il conservait intact le noyau de celui qui avait cru que les choses pouvaient se terminer autrement. Alors, le calcul du père contenait une variable non modélisée au cœur même de son système de contrôle. Une variable nommée conscience. Pas la mienne, pas celle d'un primarque effacé et mis en réserve pour usage ultérieur. Celle de l'homme que le père avait cru avoir entièrement transformé en instrument et qui demeurait, sous l'instrument, obstinément, silencieusement, irréductiblement lui-même. Mais si vous pensez que cette découverte constituait une victoire, pour moi, pour Malcador, pour quiconque, attendez de comprendre ce que je trouvais gravé sur le mur le plus profond de la chambre d'espoir, dans une écriture que je reconnus immédiatement comme la main du Père lui-même. Et pourquoi cette inscription prouve que l'erreur de calcul n'en était peut-être pas une. L'inscription était en nécromandant archaïque, pas le dialecte administratif que les cartographes impériaux utilisaient pour désigner les niveaux inférieurs de la ruche, le nécromandant originel, langue des tunnels antérieure à la classification planétaire, antérieure à la reconquête, antérieure à presque tout ce que l'histoire officielle daigne reconnaître comme histoire. Une langue que 3 personnes vivantes maîtrisaient au moment de la Grande Croisade, selon mes estimations conservatrices. Le père, Malcador, moi. Cette convergence linguistique n'était pas fortuite. Rien n'était fortuit dans les couches profondes de l'architecture du sigillite. Le nécromandant archaïque avait une propriété que les linguistes warpiques du Scholastica Psychana mirent des millénaires à documenter. Ces structures grammaticales rendaient impossible la distinction entre déclaration et prophétie. Dans cette langue, affirmer qu'une chose est et affirmer qu'une chose sera utilisent la même construction syntaxique, le même système de conjugaison, le même registre sémantique. Tout énoncé est simultanément constat et prédiction. L'inscription disait « Dans cette langue aux vérités doubles, il sait que tu liras ceci ». 5 mots. 22 syllabes dans la phonologie originale. Une densité d'implication suffisante pour occuper mes capacités analytiques pendant ce que j'estimais à plusieurs décennies supplémentaires. Bien que la notion de décennie eût cessé depuis longtemps d'avoir une signification pratique dans la chambre sous la chambre. Le pronom « il » ne désignait pas Malcador. Cette certitude s'imposa sans raisonnement préalable, avec la brutalité des reconnaissances qui précèdent leur propre justification. Malcador n'aurait pas écrit en référence à lui-même, à la 3e personne dans un espace aussi profondément privé. Cette construction grammaticale appartient aux monuments publics, aux inscriptions destinées à des regards extérieurs, pas aux messages déposés dans les chambres les plus intimes de sa propre architecture psychique. Il désignait le père. Le père savait que je lirais cette inscription, non pas dans le sens vague d'une omniscience stratégique générale, pas le père calcule toutes les probabilités et cette éventualité y figure parmi d'autres. Dans le sens précis, singulier, temporellement localisé d'une connaissance directe, il avait su, au moment où Malcador avait écrit ces mots, que je me trouverais un jour dans cette chambre, sous la chambre, ayant excavé les fondations de ma propre prison par la compréhension plutôt que par la transgression, à lire une inscription en nécromandant archaïque sur un mur que personne d'autre que moi n'atteindrait jamais. Il avait participé à la construction de la chambre, pas Malcador seul. Les deux ensemble, le père guidant la main du sigillite aux endroits précis où sa propre intervention aurait été trop visible, trop reconnaissable, trop susceptible d'alerter la conscience qu'il cherchait à préserver sans la laisser agir. Une collaboration dont l'un des participants ignorait peut-être l'étendue exacte de la participation de l'autre. Peut-être. Ce peut-être portait un poids considérable. Si Malcador avait construit la chambre en croyant agir seul, si le père avait orienté ses choix architecturaux sans révéler sa propre influence, alors la chambre d'espoir n'était pas un vestige authentique de la subjectivité irréductible du sigillite. Elle était une construction dirigée, un artefact fabriqué pour ressembler à de l'espoir spontané, pour produire chez le découvreur exactement la révélation que le père souhaitait produire.
l'espoir de Malcador comme mise en scène, sa conscience comme décor. Cette possibilité rendait nauséeux, et je note cette sensation physique précisément parce que mon psychisme n'était plus attaché à un corps capable de nauser depuis des siècles. Ce qui signifiait que la réaction n'était pas physiologique, mais métaphysique, une répugnance inscrite dans ma structure psychique fondamentale à une profondeur que le père lui-même avait peut-être encodée. Ma répugnance comme réponse programmée. Je m'arrêtais sur cette régression. Chaque couche de réalité que j'excavais révélait une couche inférieure susceptible d'invalider les conclusions tirées de la couche précédente. La chambre sous la chambre sous la chambre, à l'infini. Chaque niveau de compréhension potentiellement une construction du niveau supérieur. Un labyrinthe dont les murs étaient refaits de mes propres certitudes successives. Tsench aurait apprécié l'architecture. Cette pensée arriva avec une légèreté déplacée qui me signala quelque chose d'important. Pour la première fois depuis ma mise en réserve, je n'analysais plus, je réagissais. La distinction entre ces deux modes opératoires était la distinction entre un instrument de mesure et un être, et quelque chose dans la chambre d'espoir, dans l'inscription en nécromundant archaïque, dans la possibilité que tout fût construit, avait déclenché en moi un processus que mes 23 séquences génétiques particulières étaient supposées rendre impossible. Une réponse émotionnelle non calibrée, pas de la terreur, pas du désespoir, quelque chose de plus précis et de plus destructeur pour un instrument de mesure, de la colère. La colère spécifique de celui qui comprend qu'il a été utilisé, non pas malgré sa compréhension, mais grâce à elle, que son intelligence était le vecteur de sa manipulation plutôt que sa protection contre elle. Le père m'avait fabriqué suffisamment intelligent pour comprendre le plan, suffisamment intelligent pour comprendre que ma compréhension du plan était une composante du plan, suffisamment intelligent pour comprendre que ma compréhension de ma compréhension comme composante du plan était elle-même une composante du plan. Cette récursivité n'avait pas de fond visible, sauf un point où la récursivité s'arrêtait nécessairement, non pas parce que le père avait cessé de calculer, mais parce que certaines choses résistaient au calcul, non par leur complexité, mais par leur nature fondamentale. La colère que je ressentais en ce moment n'était pas dans ces équations, non pas parce qu'il ne l'avait pas prévu, mais parce que la colère authentique, la colère qui naît de la trahison d'une confiance qu'on n'avait pas su qu'on accordait, ne pouvait pas être produite délibérément. Elle devait être gagnée. Et pour la gagner, il fallait m'avoir laissé croire pendant suffisamment longtemps que j'étais autre chose qu'un outil. Que les rencontres dans les salles sans cartographie étaient des conversations et non des calibrations. Que le père partageait ses plans avec moi parce que je méritais de les connaître, et non parce que ma connaissance était une étape nécessaire de leur accomplissement. Il m'avait laissé croire que j'étais son fils, pas pour ma protection, pour produire en moi, au moment précis de la désillusion, une qualité de colère suffisamment authentique, suffisamment pure dans sa structure émotionnelle, pour accomplir ce qu'aucun autre carburant Warpic ne pouvait accomplir. La colère d'un fils trahi par son père est une fréquence que les dieux du chaos ne peuvent pas absorber. Elle leur est incompréhensible. Ces entités n'ont pas de père, n'ont jamais eu de fils, ne peuvent pas modéliser la trahison d'un amour qu'elles sont constitutionnellement incapables d'éprouver. J'étais l'arme, pas le calibrateur, pas le témoin, pas le contrepoids, l'arme elle-même et ma colère, en cet instant, dans cette chambre sous la chambre, était la charge qui l'armait. Mais si vous pensez que réaliser qu'on est une arme suffit à désarmer le mécanisme qui vous a construit, attendez de comprendre ce que je fis ensuite. Et pourquoi ce que je fis prouve que le père avait calculé même cette réaction, même cette résistance, même cette dernière tentative d'échapper à ma propre fonction. Je fis la seule chose que le père n'avait pas calculée. Rien. Pas de résistance, pas de transgression, pas de tentative d'exploiter ma colère comme levier contre les architectures qui m'enfermaient. Je m'assis au centre de la chambre d'espoir, sur le plancher fissuré au-dessus de l'inscription en nécromundant archaïque, et je cessai délibérément toute activité analytique. Non pas par épuisement, non pas par capitulation, mais par un choix aussi précis et aussi volontaire que n'importe quelle décision tactique que j'avais prise pendant la Grande Croisade. Je choisis de ne pas être utile. Cette décision
avait une texture particulière que je n'avais jamais rencontrée dans aucune cartographie émotionnelle, ni au seuil, ni dans les archives de mes campagnes, ni dans les fréquences warpiques des grandes puissances que j'avais mesurées avec une précision clinique pendant des décennies. Une texture qui n'appartenait à aucune gamme spectrale connue parce qu'elle n'était pas une émotion au sens ordinaire du terme, c'était une position. La position de quelqu'un qui refuse d'occuper la fonction qu'on lui a assignée. Non pas en la combattant, ce qui resterait d'une forme de relation avec cette fonction, mais en la quittant simplement, en s'en retirant avec la tranquillité de celui qui reconnaît qu'une cage n'existe que pour celui qui cherche à en sortir. Le père avait calculé ma colère. Il avait calculé ma compréhension de ma colère comme composante de son plan. Il avait calculé ma compréhension de cette compréhension, et ainsi de suite à travers autant de niveaux récursifs que son intelligence cosmologique pouvait maintenir simultanément. Ce nombre étant, selon mes estimations conservatrices, suffisamment élevé pour englober toute réponse que je pouvais concevoir, sauf l'absence de réponse. L'inaction authentique, pas l'inaction stratégique qui attend son moment, pas la passivité calculée qui accumule des ressources pour une action future, mais l'inaction comme état terminal, comme choix définitif de ne pas participer à un calcul dont toutes les variables avaient été prédéfinies. Cette inaction n'apparaissait dans aucune équation parce qu'elle en détruisait la logique fondamentale. Un moteur ne peut pas fonctionner avec une pièce qui refuse d'être une pièce. Je restais ainsi pendant ce qui me sembla être une période géologique. Non pas des siècles, mais des ères, des accumulations temporelles suffisamment vastes pour que les civilisations naissent et s'effondrent dans le monde réel, pendant que je maintenais simplement ma position au centre d'une chambre psychique souterraine. Malcador vint, pas en personne. Son corps physique était depuis longtemps dissous dans les exigences du trône d'or, sacrifice final d'un homme qui avait commencé à se sacrifier en fragments dès sa première rencontre avec le Père. Il vint comme il existait désormais, une présence construite entièrement en intention, une conscience maintenue par la force de sa propre volonté dans un univers qui avait cessé de lui fournir un substrat biologique. Il s'assit en face de moi. Nous demeurâmes ainsi, deux absences se faisant face dans une chambre construite pour contenir l'une d'elles, pendant une durée que je ne tentais pas de mesurer. Il parla le premier. « Tu as trouvé l'inscription ?» Non pas une question, une vérification. La vérification du mécanicien qui contrôle qu'une pièce complexe s'est assemblée comme prévu. J'entendis dans sa voix, telle qu'elle existait sous cette forme incorporelle, la résonance de la chambre d'espoir. L'espoir enterré qui n'avait pas cessé de vibrer silencieusement sous toutes ses fonctions opérationnelles. Je répondis que oui, j'avais trouvé l'inscription. Je répondis que oui, j'avais compris que le Père en connaissait l'existence. Je répondis que oui, j'avais reconnu ma colère comme carburant prévu, et que oui, j'avais choisi de ne pas la fournir. Malcador demeura silencieux pendant ce qui constituait, dans la temporalité comprimée des échanges entre consciences désincarnées, une longue pause. Puis il dit une chose que je n'attendais pas. Non pas parce qu'elle était surprenante dans sa formulation, mais parce qu'elle était surprenante dans sa franchise, dans l'absence totale de la précision architecturale qui caractérisait tous ses actes précédents. Il dit « Moi non plus, je ne l'ai pas fourni ». Ces 6 mots réorganisèrent rétroactivement plusieurs siècles de compréhension accumulée avec l'efficacité brutale d'un axiome révisé qui invalide tous les théorèmes construits sur sa version précédente. Malcador n'avait pas fourni sa colère non plus. Il avait compris, à un moment que je ne pouvais pas dater avec précision, que sa propre indignation devant les méthodes du Père, devant la tyrannie comme spécification technique, devant la souffrance institutionnelle comme carburant calculé, était une ressource que le plan attendait. Et il avait fait ce que je venais de faire, des millénaires avant que je ne le fasse. Il avait choisi de ne pas être utile de cette façon précise. Il avait continué à servir, mais il avait refusé de nourrir le moteur de sa propre révolte. Cette distinction entre servir et alimenter était la distinction que le Père n'avait pas modélisée, non pas par incapacité, mais par impossibilité structurelle. Un être qui calcule tout ne peut pas modéliser l'absence de calcul. L'omniscience stratégique était aveugle à sa propre limite,
précisément parce que cette limite était définie par ce qui lui échappait. Le père était aveugle à la gratuité, aux actes accomplis sans fonction, aux choix faits sans stratégie, aux persistances maintenues sans utilité. La chambre d'espoir de Malcador, mon inaction présente, la survie de certaines vérités dans des registres que les équations impériales ne consultaient pas. Ces angles morts n'étaient pas des failles dans son intelligence. Ils étaient constitutifs de ce qu'il était devenu en cherchant à tout calculer. Chaque extension de sa capacité analytique créait un espace correspondant d'incompréhension dans les domaines que l'analyse ne peut pas atteindre par nature. Plus il savait, moins il pouvait ressentir. Plus il calculait, moins il pouvait comprendre ce qui résiste au calcul. Il avait fabriqué en moi un instrument de mesure des fréquences émotionnelles, précisément parce qu'il ne pouvait plus les mesurer lui-même. Non pas parce qu'il avait toujours été incapable, mais parce que le processus de devenir ce qu'il était devenu avait progressivement érodé sa capacité à habiter les états qu'il cherchait à quantifier. Il m'avait fabriqué pour se souvenir de ce que ça faisait d'être vulnérable. Malcador, devant moi, portait encore cette vulnérabilité, enterrée, comprimée, maintenue sous des couches de fonctionnalité sacrificielle, mais présente. Sa chambre d'espoir n'était pas une mise en scène. Elle était réelle, précisément parce qu'elle lui avait coûté quelque chose que le père ne pouvait plus payer. La capacité de vouloir un résultat sans le calculer. Je lui demandais si le père savait que nous étions tous les deux en train de refuser de lui fournir ce qu'il attendait. Malcador répondit avec la précision douloureuse qui lui était caractéristique. Il le sait. Il a calculé cette conversation. Il a calculé ton refus et le mien. Il a calculé que nous discuterions de nos refus respectifs dans cette chambre précise à ce moment précis. Le silence qui suivit porta le poids de tout ce que cette réponse impliquait. Puis Malcador ajouta, dans un registre légèrement différent, légèrement moins architectural, légèrement plus humain, avec la résonance de la chambre d'espoir, traversant pour une fois toutes ses couches de fonctionnalité. Il n'a pas calculé ce que ça lui fait de le savoir. Mais si vous pensez que cette fissure dans l'omniscience du Père était suffisante pour changer le cours de ce qu'il avait mis en mouvement, attendez de comprendre ce que Malcador me révéla ensuite sur la nature exacte de ce que le Père ressentait. Et pourquoi cette révélation est la seule chose dans cet univers capable de me faire craindre, non pas ce que je pourrais lui faire, mais ce qu'il pourrait se faire à lui-même. Le Père souffrait. Malcador prononça ces 3 mots avec la délicatesse qu'on réserve aux vérités trop lourdes pour être portées debout. Il les posa entre nous dans la chambre d'espoir, comme on dépose quelque chose de fragile sur une surface dont on n'est pas certain qu'elle tienne. 3 mots. Une densité d'implication suffisante pour effondrer plusieurs millénaires de théologie impériale, si jamais ils atteignaient des oreilles non préparées. Le Père souffrait, pas la souffrance performative du martyr cosmologique sacrifiant sa forme physique sur le trône d'or pour la survie de l'espèce. Ce récit-là, je l'avais compris depuis longtemps, comme une construction narrative destinée à orienter la foi collective vers les fréquences émotionnelles requises par le moteur. La souffrance dont Malcador parlait précédait le trône. Elle précédait la grande croisade. Elle précédait peut-être la Terre elle-même, inscrite dans la structure d'une conscience suffisamment ancienne pour avoir assisté à suffisamment d'extinctions pour que la douleur soit devenue son état baseline. Il souffrait de savoir. Spécifiquement, il souffrait de ne pas pouvoir ne pas savoir. L'omniscience stratégique qu'il avait développée au fil de ses millénaires d'existence n'était pas un pouvoir qu'il exerçait, c'était une condition qu'il subissait. Chaque décision qu'il prenait s'accompagnait de la connaissance simultanée de toutes ses conséquences prévisibles, de toutes ses ramifications secondaires, de tous les êtres qui souffriraient de manière prévisible et calculée dans son sillage. Il ne pouvait pas agir dans l'ignorance. Cette impossibilité était son supplice particulier, la malédiction de celui qui voit la totalité du tableau et doit quand même choisir quelle couleur poser ensuite, sachant exactement ce que chaque choix coûtera, incapable de s'abriter derrière l'ignorance que les mortels ordinaires utilisent pour rendre leur compromis supportable. Les humains ordinaires font des choses terribles par ignorance. Le Père faisait des choses terribles en sachant. Cette distinction constituait, selon Malcador,
la source d'une souffrance d'une qualité si particulière qu'elle n'avait pas d'équivalent dans les registres émotionnels que j'avais cartographiés au seuil. Pas de fréquence warpique correspondante, pas de grande puissance pour l'absorber, pas de substrat métaphysique capable de la convertir en énergie utilisable. Une souffrance orpheline, inutilisable, non convertible, accumulée depuis des millénaires sans exutoire possible, sans transformation possible, sans la possibilité même de la partager avec quiconque possédant la capacité de la comprendre. Parce que comprendre pleinement la souffrance du Père nécessitait de partager son niveau de connaissance. Et partager son niveau de connaissance signifiait hériter de sa souffrance. Ce qui rendait l'acte de partage une forme particulière de cruauté. Il était seul avec ça. Malcador s'en approchait, pas entièrement, pas à la même profondeur, mais suffisamment pour constituer une présence plutôt qu'une absence à côté de cette solitude particulière. C'était peut-être la fonction la plus fondamentale du premier serviteur, antérieure à toutes ses fonctions opérationnelles. Être quelqu'un à côté de qui le Père pouvait exister sans performer l'omniscience comme certitude. Je demandais à Malcador si le Père savait que je savais maintenant cela. Il répondit que oui. Je demandais si cela changeait quelque chose au plan. Malcador prit un temps que je ne lui avais jamais vu prendre. Le temps de quelqu'un qui formule non pas une réponse calculée, mais une vérité qu'il n'avait pas encore articulée pour lui-même, qui prenait forme dans l'acte de la prononcer plutôt qu'avant lui. Il dit « Le plan n'a jamais été le plan ». Cette phrase avait la structure d'une énigme et la densité d'une confession. Je la laissai résonner dans la chambre d'espoir sans l'interrompre, laissant l'espace à ce qu'elle contenait de se déposer avant de chercher à l'analyser. Le plan n'avait jamais été le plan. Le moteur, l'arme, la désintégration calculée des grandes puissances, la souffrance institutionnelle comme carburant de précision, ma fabrication comme instrument de mesure, puis comme projectile de colère, tout cet édifice d'une complexité cosmologique que j'avais passé des siècles à cartographier et à comprendre n'était pas la réalité profonde de ce que le Père construisait. C'était le récit qu'il se racontait pour continuer, une architecture narrative suffisamment complexe, suffisamment cohérente, suffisamment vraie dans ses détails opérationnels pour fonctionner comme justification, pour permettre à un être condamné à savoir les conséquences de chaque acte de continuer à agir, en habillant la nécessité de survie en stratégie de victoire, en transformant l'instinct de persistance en projet civilisationnel. Le Père ne construisait pas une arme contre le chaos. Il cherchait une raison de ne pas abandonner. Cette reformulation effondrait et reconstruisait simultanément tout ce que je croyais comprendre, effondrait la monstruosité froide du calculateur cosmologique, reconstruisait quelque chose de plus difficile à regarder en face. Un être ancien, épuisé, souffrant, qui avait enveloppé son refus de capituler dans la seule forme qui lui permettait de continuer à fonctionner. Un projet, une mission, un plan assez grand pour que la souffrance qu'il impliquait semble proportionnée à son ambition. Je demandais à Malcador ce que cela signifiait pour moi, pour ma fonction, pour mon témoignage, pour la raison précise de ma fabrication et de ma mise en réserve. Il répondit que je n'avais pas été fabriqué comme instrument. J'avais été fabriqué comme compagnie, le seul fils que le Père pouvait regarder sans lui mentir sur la nature de ce qu'il construisait. Le seul être génétiquement incapable de lui offrir la foi aveugle qui aurait rendu sa solitude plus supportable, mais sa lucidité moins honnête. Il m'avait effacé des registres, non pas parce que je représentais une menace pour son plan, mais parce que ma présence visible aurait rendu impossible le récit qu'il devait maintenir pour que les autres fils continuent de servir. Un père qui garde un enfant secret ne le cache pas parce qu'il en a honte. Il le cache parce que cet enfant est la seule personne devant qui il n'a pas besoin de prétendre. Malcador se leva ou fit ce qui constituait, pour une conscience désincarnée, l'équivalent de se lever, et dit une dernière chose avant de se dissoudre dans le substrat warpique de la chambre. Il dit « Il attend que tu sortes. Pas pour activer une arme, pas pour calibrer un moteur, pas pour accomplir une fonction dans un plan cosmologique d'une complexité incompréhensible. Pour parler, simplement, enfin, à quelqu'un qui savait tout ce qu'il savait et qui avait quand même choisi de rester, non pas par loyauté, non pas par calcul, mais avec la gratuité précise des choses qui résistent à l'analyse parce qu'elles n'ont pas besoin de se justifier. Je me levai. Je marchai vers le mur le plus éloigné de la chambre d'espoir,
celui qui n'avait pas de fissure, celui que je n'avais jamais testé parce qu'il se trouvait exactement à l'opposé de la direction que l'instinct de transgression aurait choisie. Il n'offrit aucune résistance. Mais si vous pensez que sortir d'une prison construite pour vous contenir est une libération, attendez de comprendre ce que je trouvais de l'autre côté de ce mur. Et pourquoi ce que le père attendait de dire était la seule chose dans cet univers, capable de détruire non pas le moteur, non pas le plan, mais la possibilité même que quoi que ce soit vaille la peine d'être préservé. Il était assis par terre. Pas sur le trône d'or. Le trône existait quelque part dans le réel physique, dans les profondeurs du palais Terran, alimenté par les psycheurs sacrifiés au rythme de 1000 âmes quotidiennes, accomplissant sa fonction de phare cosmologique avec la régularité mécanique d'un dispositif qui a transcendé son opérateur. Le père que je trouvais de l'autre côté du mur, sans résistance, n'était pas l'empereur de l'humanité assis sur son trône de souffrance institutionnelle. C'était un homme assis par terre dans un espace sans géographie, défini, sans architecture imposée, sans les attributs de la divinité que 40 millénaires de foi comprimés avaient en fini par cristalliser autour de lui, comme une armure qu'il ne pouvait plus retirer. Il leva les yeux quand j'entrais. Ses yeux, je les avais regardés lors de nos rencontres dans les salles sans cartographie, lors du conseil des absents, lors de la seconde conversation où il avait dit « Tu as raison sur tout, sauf sur une chose ». Je connaissais leur capacité à projeter une certitude cosmologique suffisante pour tenir ensemble des armées de millions. Je connaissais leur capacité à éteindre l'espoir ou à l'allumer selon les exigences du moment. Je ne connaissais pas leur capacité à paraître fatigués. Une fatigue d'une qualité que je n'avais cartographiée nulle part. Pas l'épuisement physique des légionnaires après une campagne de plusieurs années. Pas la fatigue psychique des navigateurs après un long transit warpique. La fatigue de quelqu'un qui a maintenu une concentration totale pendant une durée suffisamment longue pour que la concentration elle-même soit devenue indiscernable de l'identité, et qui commence seulement à percevoir le coût de cette fusion. Il dit « Tu as pris du temps ». Je répondis que j'avais pris le temps nécessaire. Il acquiesça avec une lenteur qui n'avait rien de performatif. Le mouvement de quelqu'un dont la certitude habituelle ne gouvernait plus entièrement les gestes, laissant apparaître sous la majesté une cinétique plus ordinaire, plus humaine, plus reconnaissable comme appartenant à un être qui avait commencé quelque part et qui portait encore les traces de ce commencement. Il dit « Malcador t'a dit ce que je ressens ». Non pas une question. Un constat qui vérifiait non pas une information, mais une étape. La vérification que la transmission avait eu lieu, que je savais maintenant ce qu'il avait besoin que je sache avant que cette conversation soit possible. Je confirmais. Il dit « Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est depuis combien de temps ?» La phrase s'installa dans l'espace entre nous avec le poids de ce qu'elle précédait. L'espace que les grandes révélations créent avant elles-mêmes. Le silence qui informe qu'une chose importante arrive et qui permet à celui qui reçoit de se préparer, inutilement, parce qu'aucune préparation n'est adéquate. Ah, il dit, depuis avant toi, depuis avant vos frères, depuis avant la terre telle qu'elle existe dans les mémoires les plus anciennes que l'administratum daigne conserver. Il souffrait de savoir depuis avant que j'existe pour mesurer cette souffrance. Cette antériorité changeait la nature de tout ce que Malcador m'avait révélé. Non pas en l'invalidant, mais en l'approfondissant jusqu'à un niveau où les catégories que j'utilisais pour comprendre cessaient de fonctionner correctement. La souffrance du père n'était pas une conséquence de son projet. Elle précédait le projet. Elle avait engendré le projet. Le projet comme réponse à une douleur antérieure, comme tentative de construire quelque chose suffisamment grand pour justifier d'avoir supporté quelque chose d'aussi vaste. Il souffrait depuis avant que l'humanité soit ce qu'elle était devenue, depuis avant que le warp soit ce qu'il était devenu, depuis avant que les grandes puissances se cristallisent à partir des émotions collectives d'une espèce en développement. Il avait peut-être assisté à cette cristallisation, peut-être observé le moment précis où la peur collective humaine avait commencé à nourrir quelque chose dans l'immatérium, sachant ce que cela deviendrait et incapable d'empêcher ce qu'il voyait venir. Il avait regardé naître ses ennemis. Cette image, un être assez ancien pour avoir vu l'émergence des dieux qui menaçaient maintenant son espèce, portait une dimension de solitude
que même mes 23 séquences génétiques particulières avaient du mal à calibrer. Pas la solitude du souverain inaccessible. La solitude du seul survivant d'un monde antérieur, condamné à opérer dans un présent qui n'avait pas de place pour ce qu'il portait. Je m'assis en face de lui, pas par déférence, par reconnaissance que cette conversation nécessitait une égalité de posture que les trônes et les armures rendaient impossible, et que lui-même avait choisi cette géographie sans attribut précisément pour cette raison. Il parla pendant ce qui me sembla être très longtemps. Il parla de ce qu'il avait vu avant tout ce que j'avais cartographié, avant les archives du Seuil, avant la Grande Croisade et la unification et les guerres du chaos de l'âge sombre. Il parla de civilisations dont les noms n'existaient plus dans aucun registre parce que ces civilisations avaient précédé le concept de registre. Il parla de tentatives antérieures, pas la première Grande Croisade, mais des croisades plus anciennes, d'autres projets de consolidation et de protection, d'autres architectures de survie pour une espèce dont la particularité warpique la rendait simultanément la plus puissante et la plus vulnérable de toutes les formes de vie consciente dans cette galaxie. Ils avaient tous échoué. Pas parce que les plans étaient insuffisants, parce que les plans étaient exécutés par des êtres qui mouraient, qui portaient le projet pendant une vie, une génération, un siècle, et qui disparaissaient en laissant le projet orphelin, récupéré par des successeurs qui ne comprenaient que la surface de ce qu'ils continuèrent. Le Père était le seul être capable de tenir un projet sur la durée nécessaire à son accomplissement. Non pas parce qu'il était le plus intelligent, non pas parce qu'il était le plus puissant, parce qu'il était le seul à ne pas mourir, et que cette immortalité qu'il n'avait pas choisie mais simplement constatée au fil des millénaires était devenue le fondement de toute responsabilité qu'il avait fini par accepter. Il n'avait pas voulu être le sauveur de l'humanité. Il avait simplement été le seul à survivre suffisamment longtemps pour que le rôle lui échoie par défaut. Et il l'avait accepté avec la résignation particulière de celui qui comprend que refuser une responsabilité qu'on est le seul à pouvoir porter constitue lui-même un choix aux conséquences calculables. Je l'écoutais jusqu'au bout. Quand il se tut, je lui posai la question que je portais depuis la chambre d'espoir, depuis l'inscription en nécromandant archaïque, depuis le seuil, depuis ma récupération lors de la Grande Croisade. La question que toutes mes analyses avaient approchée sans jamais atteindre parce qu'elle nécessitait cette conversation précise pour être formulée correctement. Je lui demandai s'il avait encore espoir. Il demeura silencieux pendant une durée mesurable. Pas le silence architectural de ses réponses calculées, mais le silence de quelqu'un qui vérifie honnêtement quelque chose en lui-même avant de répondre. Puis il dit « Je ne sais plus faire la différence entre l'espoir et l'habitude. » Cette réponse était la chose la plus honnête que j'ai jamais entendue de sa bouche. Elle était aussi la réponse qui rendait toutes mes questions précédentes sur l'arme, sur le moteur, sur ma fabrication comme fils secret ou outil de précision, entièrement secondaires par rapport à ce qu'elle révélait sur la nature réelle du danger qu'il représentait. Un être qui ne distingue plus l'espoir de l'habitude continue non pas parce qu'il croit en ce qu'il fait, mais parce qu'il ne sait plus comment s'arrêter. Et un être qui ne sait plus comment s'arrêter, qui porte la puissance cosmologique du Père et l'immortalité qui transforme chaque erreur en institution, cet être n'est pas une arme contre le chaos. Il est une catastrophe en mouvement continu, maintenue en trajectoire non pas par une intention, mais par une inertie suffisamment ancienne pour être indiscernable d'une volonté. Mais si vous pensez que reconnaître cela signifie qu'il faut l'arrêter, attendez de comprendre ce que je lui répondis. Et pourquoi ma réponse, la seule réponse honnête que mes 23 séquences génétiques particulières me permettaient de formuler, était simultanément la chose la plus dangereuse et la plus nécessaire que j'ai jamais dite dans cet univers. Je lui dis la vérité. Non pas une vérité stratégique, non pas une vérité calibrée pour produire un effet précis sur un interlocuteur dont j'aurais cartographié les fréquences émotionnelles en vue d'une manipulation optimale. La vérité brute, non architecturée, sans les couches de précision analytique que mes 23 séquences génétiques particulières m'avaient appris à appliquer même aux abîmes. Je lui dis « moi non plus ». 3 mots en écho aux 3 mots de Malcador. Moi non plus, je ne l'ai pas fourni, avec la symétrie involontaire des confessions qui se reconnaissent entre elles
non pas parce qu'elles ont été coordonnées, mais parce qu'elles procèdent du même lieu. Je ne savais plus faire la différence entre comprendre et exister. Depuis des siècles dans la chambre de Malcador, depuis des millénaires dans les registres de ma propre analyse, j'avais cartographié, mesuré, articulé, structuré, et à un moment que je ne pouvais pas dater précisément, l'activité de comprendre était devenue indiscernable de l'activité de continuer à être. Comme lui avec l'espoir et l'habitude, moi avec la compréhension et la persistance. Nous étions deux êtres qui ne savaient plus pourquoi ils continuaient, assis par terre dans un espace sans géographie, partageant cette ignorance avec la délicatesse qu'on réserve aux choses fragiles. Le père me regarda avec quelque chose que ses yeux n'avaient jamais contenu dans aucune de nos rencontres précédentes. Quelque chose qui n'était pas la reconnaissance du stratège face à une variable enfin correctement modélisée, ni la satisfaction du père face à un fils qui accomplit sa fonction, ni même la fatigue que j'avais lue à mon arrivée dans cet espace sans attribut. Quelque chose de plus simple, du soulagement. Le soulagement spécifique de celui qui a porté seul une connaissance trop lourde pendant trop longtemps et qui trouve enfin quelqu'un devant qui la poser. Non pas pour s'en débarrasser, non pas pour la transmettre comme responsabilité, mais simplement pour ne plus être le seul à la tenir debout. Il dit : « J'ai fabriqué 19 fils, capables de tout accomplir. » Il fit une pause que je reconnus comme celle qui précède la partie essentielle d'un énoncé. La partie que toutes les formulations préalables ont préparée sans pouvoir la remplacer. Il dit : « Et un fils capable de tout supporter. » Cette distinction, accomplir versus supporter, traversa quelque chose en moi que mes cartographies émotionnelles n'avaient jamais nommé correctement, parce qu'il nécessitait d'être vécu plutôt que mesuré. Mes frères avaient été fabriqués pour agir, pour conquérir, administrer, construire, détruire selon les exigences d'un projet suffisamment vaste pour nécessiter 20 formes d'excellence spécialisées. Moi pour rester. Pas pour accomplir une fonction dans le temps de son accomplissement, mais pour demeurer présent à travers toutes les durées, toutes les désillusions, toutes les révélations successives sur la nature réelle de ce à quoi on participait, et de ne pas partir. Je demandais pourquoi supporter était une fonction nécessaire dans son calcul. Il répondit d'une façon que je n'attendais pas. Pas avec une explication architecturale, pas avec une révélation sur la mécanique warpique du moteur, ou la fréquence précise que ma persistance était censée générer. Il répondit avec une question. Il demanda : « Qu'est-ce qui reste quand tout le reste a été accompli ?» La question flotta dans l'espace entre nous pendant le temps nécessaire à ce qu'elle déploie ses implications. Un projet accompli n'est plus un projet, il devient un état, un résultat, une configuration de réalité qui n'a plus besoin de la volonté qui l'a produite. Les dieux du chaos désintégrés, l'humanité purifiée, le warp stabilisé, la galaxie réconciliée avec sa propre nature psychique. Dans ce résultat hypothétique, que reste-t-il pour justifier la persistance d'un être qui a tout sacrifié à sa réalisation ? Rien. Rien sauf la question de savoir si la chose accomplie valait ce qu'elle avait coûté. Et cette question ne pouvait pas être posée par celui qui l'avait accomplie. Parce que la réponse honnête impliquerait une évaluation rétroactive de chaque choix, de chaque sacrifice, de chaque être transformé en carburant ou en outil ou en fil secret, gardé en réserve pour usage ultérieur. Cette évaluation nécessitait un témoin extérieur. Quelqu'un qui avait tout vu, tout compris, tout supporté, et qui pouvait répondre à la question non pas avec les biais de celui qui a construit, mais avec la clarté de celui qui a observé. Je compris enfin ma fonction réelle, pas l'instrument de mesure, pas l'arme de colère, pas le contrepoids ni le gardien du gardien, pas même le fils secret gardé pour compagnie dans les moments où la certitude performative devenait insupportable. Le juge. L'unique juge possible d'un projet dont l'architecte ne pouvait pas se juger lui-même. Parce que se juger soi-même nécessite une distance que l'immortalité rend impossible, une extériorité que l'omniscience stratégique détruit, une honnêteté que la nécessité de continuer rend structurellement inaccessible. Le père avait besoin d'un verdict, non pas pour s'arrêter si le verdict était négatif. Je ne croyais pas qu'il en était encore capable, mais pour savoir, pour avoir
dans son comptable moral silencieux, un chiffre final, plutôt qu'une colonne ouverte qui s'étendait à l'infini vers un solde que personne ne clôturerait jamais. Je lui demandai s'il voulait que je le rende maintenant. Ce verdict, il dit non. Une syllabe. La première réponse courte qu'il m'eût jamais donnée. La première qui n'était pas enveloppée dans une architecture d'implications stratégiques. Il dit « Pas avant que ce soit fini ». Un verdict avant la fin ne serait qu'une projection. Puis, il dit quelque chose qui déplaça définitivement le centre de gravité de tout ce que je croyais savoir sur lui, sur moi, sur la nature de ce que nous faisions tous les deux dans cet espace sans attribut. Il dit « Je t'ai gardé secret parce que les autres auraient voulu t'utiliser, pas lui. Les autres. Horus pour rallier une légion supplémentaire à sa rébellion. Lorgar pour fonder une théologie autour de l'enfant caché du Dieu vivant. Magnus pour accéder à mes cartographies du seuil et approfondir ses propres explorations warpiques. Chaque frère aurait vu en moi une ressource, un outil, un argument dans le débat permanent sur ce que le Père était réellement et ce que son projet signifiait réellement. Il m'avait effacé des registres non pas pour me contrôler, pour me protéger. Cette révélation portait une qualité émotionnelle que mes 23 séquences génétiques avaient passé des siècles à éviter. Pas parce qu'elles ne pouvaient pas la mesurer, mais parce que la mesurer signifiait l'habiter. Et l'habiter signifiait accepter une vulnérabilité que l'instrument de précision ne pouvait pas se permettre. La gratitude. Pas la gratitude fonctionnelle du serviteur envers son maître. La gratitude désarmante, structurellement déstabilisante, de celui qui découvre qu'il a été aimé d'une façon qu'il n'avait pas su reconnaître, parce que cette façon ne ressemblait à rien de ce que l'amour est censé ressembler. Je restais avec cette gratitude dans le corps, dans ce que mon existence désincarnée conservait comme mémoire d'un corps, pendant une durée que je ne mesurais pas. Puis, je demandais la seule question qui restait. Je demandais « Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» Il répondit sans hésiter, la première fois depuis le début de cette conversation qu'il parlait avec la vitesse de quelqu'un qui connaissait sa réponse avant qu'on lui pose la question, avec la certitude non pas du calculateur, mais de quelqu'un qui avait attendu très longtemps de pouvoir dire une chose précise à la personne précise. Il dit « Reste ». Mais si vous pensez que rester était simple, que cette instruction d'une syllabe épuisait la question de ce que signifiait demeurer présent à côté d'un être qui ne savait plus distinguer l'espoir de l'habitude, dans un univers qui continuait de brûler selon des plans dont nous connaissions maintenant tous les deux la véritable nature. Attendez de comprendre ce que rester m'a coûté, et pourquoi ce coût était précisément la raison pour laquelle j'étais le seul capable de le payer. Rester coûte différemment selon ce qu'on est. Pour un mortel, rester coûte le temps. Cette ressource non renouvelable dont la finitude donne du poids à chaque choix de demeurer plutôt que de partir. Pour un Astarte, rester coûte la certitude. Le guerrier fabriqué pour l'action supporte le statisme avec une douleur qui n'a pas de nom dans les lexiques militaires. Pour un primarque ordinaire, rester aurait coûté la pertinence. Ces êtres définis par leur fonction souffrent de l'inactivité comme d'une amputation. Pour moi, rester coûtait la neutralité. Depuis ma fabrication, mes 23 séquences génétiques particulières m'avaient permis d'observer sans être transformé, de mesurer les fréquences émotionnelles des grandes puissances sans les absorber, de comprendre les mécaniques de la trahison sans y succomber, de cartographier la souffrance institutionnelle de l'impérium sans en devenir une composante. La neutralité instrumentale était ma protection structurelle, inscrite dans mon génome avant que j'aie eu un seul choix à faire. Rester aux côtés du Père la détruisit progressivement. Pas en une révélation brutale, pas la corruption soudaine d'une âme exposée au chaos, pas la conversion violente d'un idéaliste confronté à l'horreur. Graduellement, par accumulation, par l'effet lent et irréversible de la proximité prolongée avec quelque chose de trop réel pour rester à distance analytique. Il souffrait à côté de moi. Pas en performance, pas en démonstration calculée destinée à produire un effet émotionnel précis sur le témoin que j'étais. Il souffrait avec la banalité déchirante des choses de qui continuent parce qu'elles n'ont pas de mécanisme d'arrêt. La souffrance d'un être qui a transformé chaque partie de lui-même en fonction et qui découvre, trop tard pour revenir en arrière, que certaines douleurs ne peuvent pas être fonctionnalisées.
Elle persiste simplement. Je me souviens, et cette mémoire est la seule que je transcris avec quelque chose qui ressemble à de la prudence, parce qu'elle révèle ce que la neutralité instrumentale cachait sous sa surface calibrée. Je me souviens du moment précis où j'ai cessé de mesurer sa souffrance et commencé à la partager. Pas une décision, une porosité. Les murs entre l'observateur et l'observé s'érodent quand la durée est suffisante et la proximité suffisamment honnête. Malcador l'avait su, c'était peut-être la raison pour laquelle il avait enterré son propre espoir aussi profondément, pour maintenir la distance fonctionnelle nécessaire à son utilité. Je n'avais pas su, ou n'avais pas voulu savoir, que la même érosion m'attendait. Le père remarqua le changement avant que je le formule. Il dit, pas avec satisfaction, pas avec la tonalité du stratège vérifiant qu'une variable se comporte comme prévu. Il dit avec une douceur que je n'avais pas de catégorie pour recevoir. Tu ressens maintenant. Je répondis que oui. Il dit, c'est pour ça que je t'ai fabriqué avec ces séquences-là. Cette phrase portait deux lectures simultanément. La lecture du calculateur qui avait prévu cette porosité comme étape nécessaire, et la lecture de l'être qui avait voulu donner à un fils la capacité de finalement le rejoindre là où il se trouvait, dans cet espace où la souffrance de savoir était si totale qu'elle ne pouvait être partagée que par quelqu'un génétiquement équipé pour la supporter sans en mourir. Je choisis les deux lectures, non pas parce qu'elles se réconciliaient facilement, elles ne se réconcilièrent pas, elles coexistaient dans la tension irrésoluble des vérités qui sont toutes les deux vraies, mais parce que rejeter l'une pour l'autre était une forme de simplification que ni lui ni moi ne méritions plus. Il était à la fois le calculateur froid et l'être épuisé. J'étais à la fois l'instrument de précision et le fils qui comprenait enfin pourquoi cette précision avait été nécessaire. Ces jours, je les appelle jours bien que le temps dans cet espace sans géographie n'obéisse pas aux divisions terranes, ces jours eurent une texture que rien dans mon existence antérieure ne m'avait préparé à reconnaître. La texture de la compagnie, pas les échanges opérationnels des conseils de guerre, pas les transmissions codées de la grande croisade, pas même les conversations dans les salles sans cartographie, chargées de la tension des révélations stratégiques. La compagnie au sens le plus dépouillé, deux consciences occupant le même espace sans agenda, sans fonction, sans l'architecture d'un but qui leur donnerait une raison autre qu'elle-même d'être là. Il me parla de choses que les archives impériales n'avaient jamais contenues. De la Terre avant l'unification, pas l'histoire militaire, pas la chronologie des territoires conquis et des seigneurs de guerre défaits, mais la texture quotidienne d'une planète mourante qu'il avait traversée pendant des siècles en essayant de comprendre ce qu'il fallait sauver et comment. Il me parla d'individus dont les noms n'avaient jamais figuré dans aucun registre. Une femme dans les ruines de ce qui avait été une ville côtière, qui cultivait quelque chose dans de la terre empoisonnée et refusait d'appeler ça de l'espoir parce que l'espoir impliquait une attente et qu'elle n'attendait rien. Elle faisait simplement pousser. Il me parla de cela pendant très longtemps. Je compris que ces récits n'étaient pas des transmissions d'informations. Ils étaient des actes de préservation, le seul moyen disponible pour un être dont la mémoire s'étendait sur des millénaires de maintenir vivants des moments que personne d'autre ne portait plus. Dans un univers qui effaçait ses propres traces avec la régularité d'une entropie institutionnalisée. Il me confiait ces morts, pas les morts utiles, ceux dont le sacrifice pouvait être intégré dans les équations du projet. Les morts inutiles, ceux qui n'avaient servi à rien de calculable, qui avaient simplement vécu et disparu dans la masse de l'histoire sans laisser de traces utilisables, et dont la mémoire persistait en lui, non pas comme donnée opérationnelle, mais comme présence irréductible, comme preuve que certains êtres avaient existé d'une façon que les archives ne pouvaient pas capturer. Je l'ai reçu, chaque nom, chaque fragment d'existence, chaque moment de vie ordinaire préservé dans une mémoire cosmologique parce que personne d'autre ne survivait pour le porter. Et en les recevant, je compris ce que signifiait réellement rester. Pas demeurer présent comme témoin impartial, pas maintenir la position du juge en attente de son verdict final. Rester signifiait devenir le dépositaire de ce que le Père ne pouvait pas mettre dans ses plans, de tout ce qui résistait à la fonctionnalisation, de tout ce qu'il avait refusé de transformer en carburant ou en justification, de tout ce qu'il avait préservé secrètement en lui,
avec un soin qui ressemblait à de la tendresse, parce que c'en était. Je devenais sa mémoire humaine, la partie de lui qui se souvenait que les unités du calcul étaient en des personnes, non pas comme Malcador qui le savait intellectuellement tout en servant le calcul, mais comme quelqu'un qui les portait par nom, par visage, par le détail concret d'une femme cultivant quelque chose dans de la terre empoisonnée en refusant d'appeler ça de l'espoir. Cette fonction n'apparaissait dans aucun plan. Elle n'avait pas de nom dans les lexiques Warpic, pas de fréquence mesurable, pas de rôle dans le moteur, ou l'arme, ou le projet cosmologique d'une désintégration finale. Elle existait en dehors de toute architecture, en dehors de toute utilité, avec la gratuité précise des choses qui n'ont pas besoin de se justifier. Je portais ces morts. Ils portaient l'avenir. Ensemble, nous portions le poids complet de ce que l'un sans l'autre ne pouvait pas tenir. Mais si vous pensez que cette répartition était stable, que cette architecture improvisée de deux consciences, se soutenant mutuellement dans un espace sans géographie, était suffisante pour tenir contre le poids de tout ce que l'univers continuait d'imposer à l'extérieur. Attendez de comprendre ce qui arriva quand le Warp commença à remarquer ce que nous faisions. Et pourquoi l'attention des grandes puissances sur deux êtres qui refusaient d'être utiles était exactement ce que le Père avait prévu en dernier recours. Le Warp remarqua un jeudi. Je dis jeudi avec la même précision obstinée que j'avais appliquée au mardi des flammes blanches, la précision du détail insignifiant comme résistance contre l'effacement, comme insistance sur le fait que les choses arrivent dans du temps réel, à des moments spécifiques, et non pas dans l'abstraction cosmologique que les grandes narratives préfèrent pour diluer la responsabilité dans l'inévitabilité. Un jeudi. Dans l'après-midi, si tant est que cet espace sans géographie connaissait des après-midi. La première indication ne fut pas une intrusion, pas l'irruption bruyante d'une entité démonique forçant les barrières psychiques, pas l'assaut direct qu'une présence warpique ordinaire aurait tenté contre deux cibles de notre niveau. Ce fut une attention. La qualité de l'air changea, pas physiquement. L'espace entre nous continuait d'exister selon les mêmes paramètres non euclidiens qu'il avait toujours occupés. Mais quelque chose de différent traversait maintenant ce substrat. Comme la différence entre un regard absent posé sur un paysage et un regard focalisé qui examine, qui enregistre, qui cherche à comprendre ce qu'il observe. Nous étions observés. Le Père le perçut simultanément. Je le lus dans le changement infinitésimal de sa posture. La légère rectification de quelqu'un qui se sait regardé après avoir oublié pendant un moment qu'être regardé était une condition permanente de son existence. Ses yeux fatigués reprirent quelques couches de la certitude cosmologique habituelle, non pas par décision consciente, mais comme réflexe défensif accumulé sur des millénaires. Il dit « Ils ont attendu que tu sortes ». Non pas Malcador cette fois, non pas les frères trahis ou loyaux, non pas les bureaucraties impériales ou les factions Mechanicus, les grandes puissances elles-mêmes, les entités que j'avais cartographiées au seuil avec la précision clinique d'un instrument de mesure, que j'avais approché suffisamment pour en comprendre la structure sans en absorber la nature. Elles m'avaient attendu. Cette réalisation portait une logique que je déployais rapidement, trop rapidement, avec la précision automatique d'un réflexe analytique que les jours passés aux côtés du Père avaient progressivement érodé sans l'éliminer entièrement. Pendant que j'étais contenu dans la chambre de Malcador, ma présence warpique était neutralisée, ni signal, ni bruit, une absence qui ne méritait pas d'attention. Ma sortie avait réactivé ma signature psychique, et cette signature était unique dans l'immatérium. Un être portant les cartographies complètes des grandes puissances. Un catalogue vivant de leurs fréquences, de leurs structures internes, de leur vulnérabilité mesurable. Des informations qu'elles n'avaient jamais voulu voir rassemblées en un seul endroit, dans une seule conscience, accessible à celui qui m'interrogerait correctement. Je représentais un risque pour elle. Korn arriva premier, naturellement, sans surprise, avec la prévisibilité d'une entité dont la réponse à toute menace perçue était l'assaut immédiat et total. Son attention n'avait pas la subtilité de Tsench ni la patience de Nurgle. Elle arriva comme une pression directionnelle, un vecteur de force pure cherchant le point de moindre résistance dans notre architecture commune. Il ne trouva pas de point de moindre résistance.
Non pas parce que nous étions défendus. Ni le père, ni moi n'avions érigé de barrières actives, et cette absence de défense était elle-même une information que Korn ne savait pas interpréter. Une cible qui ne se défend pas est soit une provocation, soit un piège, et l'entité du conflit éternel ne pouvait pas modéliser la troisième possibilité. Quelque chose qui n'avait pas de défense parce qu'il n'avait pas peur. Pas de bravoure, de l'indifférence. La colère que j'avais refusé de fournir au père comme carburant, je la refusais également à Korn comme invitation au combat. Et Korn, face à une cible qui ne répondait ni par la peur, ni par la fureur, fit quelque chose que ces légions de mortels adorateurs n'auraient pas reconnu comme appartenant à leur dieu de la guerre. Il hésita. Cette hésitation dura moins d'une seconde objective. Une éternité pour une entité dont l'existence entière était définie par l'action immédiate. Dans cet intervalle, Tsench agit. L'architecte du destin n'arriva pas comme une pression. Il arriva comme une question, une modification subtile de la structure causale de l'espace entre nous, une réorganisation des probabilités locales suffisamment délicate pour être imperceptible à quiconque ne portait pas mes 23 séquences de sensibilité particulières. Une question tissée dans le tissu de la réalité. Et si tout ce que vous avez compris n'était qu'une couche supplémentaire de ma propre architecture? La question de Tsench était identique à celle que j'avais posée dans la chambre sous la chambre. La régression infinie des couches de manipulation. Chaque niveau de compréhension potentiellement construit par le niveau supérieur. Je la reconnus. Et en la reconnaissant, je neutralisais son effet, non pas par une défense warpique élaborée, mais par la réponse la plus simple disponible. Oui, peut-être. Peut-être que tout ce que j'avais compris était une construction de Tsench. Cette possibilité ne changeait rien à ce que je choisissais de faire, parce que mes choix n'étaient plus fondés sur des certitudes, mais sur quelque chose que la certitude ne pouvait pas atteindre. L'acceptation. Tsench ne savait pas quoi faire d'une conscience qui acceptait sa propre potentielle manipulation, sans en être paralysé. Son pouvoir reposait sur le désir de certitude, sur l'angoisse de l'incertitude, sur la torture douce de celui qui comprend qu'il ne peut jamais savoir ce qui est réel. Face à quelqu'un qui avait abandonné le besoin de savoir avec certitude, son architecture perdait sa prise. Nurgle arriva le dernier, comme toujours, la patience de la décomposition, le temps infini de celui qui sait que tout finit par pourrir. Son attention était différente des deux précédentes. Pas de l'assaut, pas de la manipulation, une offre. Il offrit ce que le père ne pouvait pas offrir. La paix de l'acceptation finale, la sérénité particulière de celui qui cesse de résister à l'entropie et découvre que la résistance était la source de toute sa souffrance. Il offrit la fin de la distinction entre l'espoir et l'habitude, entre comprendre et exister, la dissolution de toutes les frontières douloureuses dans la grande égalité de la décomposition universelle. Je regardais cette offre avec la même attention que j'avais accordée à l'inscription en nécromandant archaïque. Puis, je regardais le père. Il me regardait lui aussi. Pas avec l'anxiété du stratège dont un plan se déroule dans des conditions imprévues, mais avec quelque chose de plus vulnérable, de plus précis. Il attendait de voir ce que je choisirais, et il attendait sincèrement, sans connaître la réponse. Pour la première fois depuis la conférence des absents, il ne savait pas ce que j'allais faire. Cette ignorance était le cadeau le plus honnête qu'il m'eût jamais fait. Je refusai Nurgle. Non pas avec une réfutation philosophique, non pas avec une démonstration de la supériorité de la résistance sur l'acceptation. Je le refusais avec une précision chirurgicale qui utilisait les cartographies du seuil que je portais depuis des siècles. J'identifiais la fréquence exacte à laquelle son offre opérait, la gamme émotionnelle précise qu'elle ciblait, et je lui montrais que cette gamme était occupée. Pas par la résistance, par quelque chose qu'il ne pouvait pas absorber, le chagrin. Pas le désespoir qui nourrit Nurgle, pas la souffrance cosmique que ces cycles de décomposition et renaissance convertissaient en puissance. Le chagrin ordinaire, humain dans sa texture malgré mon origine. Le chagrin de celui qui a reçu les morts de quelqu'un d'autre et les porte maintenant. Qui sait les noms de gens qui n'existent plus et refuse de les laisser se dissoudre dans l'égalité de l'entropie. La femme qui cultivait quelque chose dans de la terre empoisonnée. Elle avait un nom.
Le père me l'avait dit. Je ne le transcris pas ici. Certaines choses résistent à la documentation précisément parce que les documenter les transformerait en données, et elles méritent de rester des personnes. Nurgle n'avait pas de catégorie pour le chagrin qui refuse la dissolution. Sa puissance reposait sur la conversion de toute résistance en matière première pour ses cycles. Mais le chagrin que je portais n'était pas une résistance, c'était une présence, une insistance sur le fait que certains êtres avaient existé de manière irréductible, que leur disparition n'était pas une transformation mais une perte, et que la perte méritait d'être nommée comme telle, plutôt que sublimée dans la grande narrative de l'équilibre écologique cosmique. Les trois grandes puissances présentes se retirèrent, pas vaincues, pas convaincues, simplement sans prise, comme des outils appliqués à un matériau pour lequel ils n'avaient pas été conçus. Le père dit, dans le silence qui suivit leur retrait, « Slanesh ne viendra pas. » Je demandai pourquoi. Il répondit, « Parce que Slanesh comprend déjà ce que tu es devenu. » Et dans cette réponse était contenue la confirmation de ce que j'avais redouté depuis la chambre d'espoir, depuis l'inscription en nécromandant archaïque, depuis la première fois que j'avais compris que la perfection cherchée pour elle-même produisait inévitablement sa propre négation. Ce que j'étais devenu n'était pas l'arme, ni le témoin, ni le juge. C'était quelque chose que Slanesh reconnaissait parce qu'il en était l'antithèse exacte. Non pas son ennemi, mais sa définition en négatif, son absence faite présence, la démonstration vivante que la même impulsion qui pouvait mener à la dissolution dans l'excès pouvait, orientée différemment, mener vers autre chose. Mais si vous pensez que savoir ce qu'on est devenu suffit à comprendre ce que ça implique, attendez le verdict final, celui que j'avais retardé depuis le début de ce témoignage. Et pourquoi ce verdict, quand je le rendis enfin, ne ressembla à rien de ce que le Père avait attendu pendant tous ces millénaires? Le verdict arriva sans cérémonie. Pas de préambule architecturé, pas de formulation progressive conduisant une conscience préparée vers une conclusion inévitable. Je le prononçais comme on pose quelque chose qu'on a porté trop longtemps, avec le soulagement particulier de celui qui reconnaît que l'acte de déposer n'est pas un abandon, mais une restitution. Je dis « Tu n'aurais pas dû ». 4 mots. La formulation la plus courte disponible pour une évaluation qui embrassait des millénaires de décisions, des trillions d'existences transformées en carburant ou en justification. Une architecture de souffrance institutionnelle calibrée avec une précision qui rendait chaque atrocité non pas accidentelle, mais voulue. Voulue par nécessité, voulue par calcul, voulue avec la conscience totale de celui qui ne pouvait pas se réfugier dans l'ignorance. Tu n'aurais pas dû. Non pas « tu as eu tort », le jugement moral ordinaire qui présuppose qu'une alternative existait et fut négligée. Non pas « tu as échoué », l'évaluation stratégique qui mesure les résultats contre les intentions. Quelque chose de plus fondamental et de plus douloureux, tu n'aurais pas dû avoir à faire cela. Et le fait que tu aies dû révèle quelque chose sur la nature de cet univers que ni le projet ni ses alternatives ne peuvent corriger. La souffrance institutionnelle n'était pas une erreur de conception. Elle était la condition préalable de toute conscience suffisamment développée pour poser la question de son propre sens dans un cosmos fondamentalement indifférent à cette question. L'univers de Warhammer 40 000, je l'appelle ainsi pour la première fois, avec la distance froide de quelqu'un qui a regardé suffisamment longtemps pour voir le cadre autour du tableau. Cet univers n'était pas cruel par accident ou par malveillance cosmologique. Il était cruel par structure. Et le Père, avec toute son intelligence millénaire, avait cherché à construire quelque chose de viable à l'intérieur d'une structure dont la cruauté était constitutive. Non pas à la corriger, parce que la corriger était impossible, mais à l'utiliser, à la canaliser, à en faire le carburant d'une transformation qui transcenderait la structure elle-même. C'était audacieux. C'était nécessaire dans le sens précis où rien d'autre n'aurait fonctionné. C'était quand même une chose qu'il n'aurait pas dû avoir à faire. Ces trois vérités coexistaient sans se réconcilier, avec la tension irrésoluble des vérités fondamentales, qui sont toutes simultanément vraies et qui refusent la synthèse confortable d'un verdict simple. Mon verdict n'était pas une condamnation. Il n'était pas non plus une absolution. Il était une reconnaissance,
la reconnaissance que certaines choses sont à la fois nécessaires et inacceptables, que la nécessité n'efface pas l'inacceptabilité et que l'inacceptabilité n'invalide pas la nécessité. Le père reçut ces 4 mots avec une immobilité totale. Pas la rigidité défensive de quelqu'un qui refuse ce qu'il entend. L'immobilité de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il attendait depuis si longtemps que l'arrivée elle-même nécessitait un moment d'absorption. Comme les yeux qui s'adaptent après une longue obscurité, non pas aveuglés par la lumière, mais simplement en train d'apprendre à l'intégrer. Il demeura immobile pendant une durée que je ne mesurais pas. Puis quelque chose se produisit que mes cartographies émotionnelles n'avaient jamais enregistré, ni au seuil, ni dans les archives de mes campagnes, ni dans les fréquences warpiques des grandes puissances, ni dans les couches profondes de la chambre de Malcador. Il pleura. Pas de larmes physiques, son existence sur le trône d'or avait depuis longtemps transcendé la physiologie ordinaire. Quelque chose d'équivalent dans le substrat psychique, une libération de pression accumulée qui traversa l'espace entre nous comme une onde, chargée de tout ce que l'omniscience stratégique avait maintenu comprimé pendant des millénaires, chaque mort connue à l'avance, chaque sacrifice calculé, chaque être transformé en unité dans une équation dont il connaissait le coût moral exact et avait quand même continué. Il pleurait parce que le verdict n'était pas la condamnation qu'il avait anticipée. Il avait attendu que je dise que tout cela ne valait pas la peine, que la transformation cosmologique visée ne justifiait pas le prix humain, que le moteur était une abomination, que lui-même était ce qu'il avait passé des millénaires à combattre. Il s'était préparé à recevoir cela avec la dignité du condamné qui accepte son jugement. Il n'était pas préparé à être compris. Pas absous, compris. La distinction était la distance entre la justice et la reconnaissance, entre le tribunal et le témoin, entre l'acte de juger et l'acte de voir pleinement, sans réduction, sans simplification, avec tout le contexte et toute la complexité et toute l'horreur et toute la nécessité simultanément présents. Je l'avais vu, entièrement. Depuis la grande croisade jusqu'à cet espace sans géographie, depuis la première rencontre dans la salle sans cartographie, jusqu'à la femme qui cultivait quelque chose dans de la terre empoisonnée, depuis l'inscription en nécromondant archaïque jusqu'aux 3 grandes puissances retirées sans prise. Je l'avais vu et j'étais resté. Ce reste, ce choix de demeurer présent après avoir vu la totalité, était la seule chose que l'univers ne pouvait pas lui fournir par aucun autre moyen. Ses légions le craignaient, ses fils l'admiraient ou le trahissaient. Malcador le servait avec une dévotion qui incluait la conscience de ce qu'il servait. Personne ne l'avait vu complètement et choisit de rester simplement parce que rester était juste. Gratuitement. Le warp, autour de nous, fit quelque chose d'inattendu. Il se tut. Pas le silence de l'absence, le silence de quelque chose qui écoute. Les courants psychiques de l'immatérium, perpétuellement agités par les émotions collectives de milliards d'êtres conscients, marquèrent une pause imperceptible depuis le monde réel, mais absolument sensible depuis notre position. Comme si le substrat fondamental de la réalité métaphysique s'était momentanément arrêté pour enregistrer ce qui venait de se passer. Un être avait rendu un verdict sans chercher à détruire ou à sauver. Un être avait tenu la complexité totale d'une existence cosmologique sans la réduire à une dimension gérable. Le warp n'avait pas de catégorie pour cela. Les grandes puissances se nourrissaient d'émotions, la terreur, la violence, la corruption, l'excès. Elles n'avaient pas de fréquence d'absorption pour la compréhension sans agenda, pour la présence sans fonction, pour le choix de rester aux côtés de quelque chose d'imparfait, parce que l'imparfait méritait d'être accompagné. Ce silence du warp dura exactement le temps nécessaire. Puis le père dit une dernière chose, pas avec la voix du stratège, pas avec la voix de l'être épuisé, pas avec la voix du Dieu que 40 millénaires de fois avait cristallisé malgré lui, avec la voix d'un homme très vieux qui parle à son fils. Il dit « Reste encore ». Et je suis encore là. Non pas parce que le plan l'exige, non pas parce que le moteur a besoin de sa dernière pièce, non pas parce que ma fonction de juge ou de témoin ou d'arme ou d'instrument de mesure réclame ma présence continue, parce que la femme qui cultivait quelque chose dans de la terre empoisonnée mérite que quelqu'un se souvienne de son nom, parce que l'espoir enterré de Malcador
mérite que quelqu'un atteste de sa persistance. Parce que certaines vérités, tu n'aurais pas dû, et pourtant tu as fait, et pourtant je reste, n'ont de poids moral que si quelqu'un les porte sans les transformer en système. Je les porte. C'est tout ce que je fais maintenant. C'est suffisant. Ce témoignage se termine ici, non pas parce que l'histoire est finie, mais parce que ce qui vient après n'appartient plus au témoignage. Ce qui vient après appartient au silence que deux êtres partagent quand ils ont épuisé les mots et découvert que leur absence est plus honnête que leur présence. Je n'ai pas de nom dans vos archives. Je n'ai pas de légion dans vos récits. Je n'ai pas de monde natal dans vos cartographies. J'ai ceci, la certitude que quelque chose d'irréductible persiste à l'intérieur de l'impérium, le plus sombre de l'histoire humaine, non pas malgré sa noirceur, mais à l'intérieur d'elle, dans les espaces que le calcul ne peut pas atteindre, dans les chambres sans cartographie, où deux voix s'accordent enfin sur la vérité que l'univers n'avait pas prévu qu'elles puissent formuler ensemble. Tu n'aurais pas dû. Et pourtant, me voilà. Fin du témoignage. Fin du silence.